est-ce qu'on se voit vivre sur 4 ans, ok, 5 ans, ok, mais sur 10, 20 ans, on se voit vivre en Roumanie. On pourra dire après les bons côtés et les mauvais côtés. Moi, je veux voir les cascades de chocolat et les chaudrons d'or de la Suisse. C'est pas un Jacquard Ferraille. Ah, c'était l'erreur. Qu'est-ce que tu m'en mal? C'était... Je suis désolé, mais c'est une qualité. Hein. C'était pas gentil. Non, mais j'aime pas le raglan parce qu'il me va pas. Est-ce que le raglan va à d'autres personnes? Certes, mais je l'aime pas quand Mais même. je l'aime pas quand même. Moi j'ai l'impression d'être un ours ou un yeti quand je mets un raglan. Ça y ressemble. Ça y ressemble un peu. Ça ressemble. Bah, tu vois, il m'aime pas non plus. Et ben voilà, moi je l'aime pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Aujourd'hui, je suis accompagnée comme d'habitude de Matou. Bonjour Matou, comment vas-tu? Bonjour et bonne nuit. Oui, bonne nuit, oui. Bonne nuit, bonjour, au revoir. Où suis-je? Bientôt l'heure d'aller se coucher. Comment je m'appelle? Alors, en fait, ce matin, cette nuit, on est levé depuis 2 heures. Moi 1h30. Toi, 1h30. 2 heures du matin pour moi. Il est actuellement 11h39. Ça pique. Je sais pas toi, mais moi j'ai les yeux, c'est un peu des valises. Ça va. Ça va. Moi j'essaie de pas me concentrer dessus et ça passe. Voilà, quoi. On a fait pire. Hein. Moi j'aurais aimé avoir le café en intraveineuse toute la journée. Genre vraiment la petite poche, tu vois. Ouais. Et moi j'aimerais arrêter le café. Mais bon. C'est vrai, t'aimerais arrêter? Bah, j'aimerais bien repasser au café d'orge. Mais le café d'orge, du coup, ça marche pas avec la restriction calorique. Parce qu'il y a du calories. Faut énormément limiter. Faut énormément. Faut limiter. Si tu veux en boire beaucoup, il faut faire des toutes petites. Comment on pourrait dire? Cuillerette. Des cuillerette. Des cuillerette de 2 mg par tasse. Et, tu bois surtout de l'eau chaude. Mais après, t'as un petit goût. Donc, oui, un tout petit goût. Tout petit. Tout petit léger. Mais oui, ça a des calories, contrairement au café qui n'a pas de calories, effectivement. Donc si tu fais tu fais attention à ce que tu manges, effectivement, ça peut truquer. Si tu bois beaucoup de café d'orge, ça peut venir truquer. Après, c'est pas non plus très calorique. Oui, oui. De quoi on va parler cette semaine? On a plein de choses à voir. On a du jacquard à montrer, parce qu'on a un modèle qui va sortir le mois prochain pour le club des créanautes, qui sera un modèle de jacquard que je ne vais pas présenter aujourd'hui, parce que c'est un peu tôt encore. Mais pour commencer à se chauffer un petit peu et se mettre dans l'esprit du jacquard, t'as l'esprit de Noël et t'as l'esprit du jacquard. L'esprit du jacquard. T'as l'esprit du jacquard et j'ai pensé que ça pouvait être sympa d'en reparler. Et en plus, dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, on parle beaucoup des différents types de jacquard et je poussais un petit peu une gueulante, comme on dit, sur le fait qu'on avait tendance à invisibiliser ces types de jacquard et juste à dire jacquard. Donc on va parler des différents types de jacquard que l'on a pu créer et voilà. Pour ne pas être que dans le négatif et dans la critique, mais aussi dans la construction. Bien entendu. On va parler aussi, comme d'habitude, de nos petites actualités. Il y en a pas mal. Oui, la semaine a été dense. Bon. Donc voilà. On va parler de ça. Et puis je pense qu'on parlera un petit peu de la Roumanie. Parce qu'en ce moment, la question se pose pas mal de notre côté. Donc je pense qu'on peut faire... On nous pose beaucoup de questions. Si on reçoit beaucoup de mails à propos de la Roumanie très régulièrement, puisqu'on vit, nous, en Roumanie depuis 3 ans. Et donc je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de ce sujet. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté atypique. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ou se posent, ou ça les intrigue. On pense qu'on a de la famille ici, par exemple. Oui, par exemple. Donc on pourra en parler, je pense, en fin de podcast. En fin de podcast, t'aurais pas fait un truc au central? Comme ça, si on s'étend, tu vois. Ok. C'est plus intéressant. Moi, j'aurais abordé d'abord les actualités, ensuite les jacquards. Voilà, le tour du jacquard, et ensuite on peut parler de la Roumanie. Ça roule, on fait ça. Bah écoute, actualité, est-ce que tu veux commencer, toi? Oui. Est-ce que tu as passé une bonne semaine déjà? J'ai passé une bonne semaine. Ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles parce que, en fait, je suis actuellement, donc, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs podcasts, en train de refondre graphiquement l'ensemble des modèles des triconautes. Donc j'ai dans un premier temps fait les modèles des formations. Ça, c'est terminé. Ensuite, lorsque j'ai fait le podcast, le dernier podcast, je crois que j'avais commencé les modèles gratuits.
Je les ai finis, c'est OK. Et là, je suis en train de finaliser les modèles du club. Donc là, j'étais en train de faire le dernier avant qu'on commence le podcast. Donc après le podcast, j'aurai fini les modèles du club. Donc tous les modèles du club auront été refondus graphiquement. Eh ben, Et la suite, ça sera les modèles de la salle des tricots secrets. là, Donc, sacré boulot, là aussi. oui, ben en fait, je suis aux 2 tiers. Il y a à peu près, il y a 284 modèles en tout, entre ceux pas sortis, ceux sortis. Mm. Je suis à peu près à, je dirais, 180 sur 280. Donc je suis à peu près aux 2 tiers. Voilà, il me reste un gros tiers. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de montagnes émotionnelles montagnes russes émotionnelles parce qu'en fait, j'étais un peu découragé. Tu vois, dans la semaine, j'ai été un peu découragé parce que T'avançais pas aussi vite que tu voulais. oui, j'ai été surpris parce que comme les modèles du club sont assez complexes, il y a des options, il y a des constructions particulières. Il y a beaucoup de diversité. Donc en fait, ça me demande plus de travail de gestion sur Mhm. tous les jours. Voilà. Donc en fait, gros, comme les modèles sont plus complexes, ça me demande plus de travail de refonte parce qu'il y a plus d'options, il y a plus de pages. Il y a un modèle, il fait 50 pages, je crois. Quand même. Ouais. Tu te souviens lequel c'était? Mail avec les Ah oui. diagrammes. Ah oui, c'est vrai que lui, il est gros. Mais je dis des bêtises, même, il fait plus, il fait 70 pages parce qu'il y a 50 diagrammes et quelques. Mais en gros, c'est pas celui qui m'a demandé forcément le plus de travail. Marie-Laure m'a demandé beaucoup de travail parce Ah que oui. les explications sont longues, donc c'était compliqué. Globalement, ils m'ont tous demandé plus de travail que les modèles gratuits, par exemple. Bien que les modèles gratuits, j'ai été étonné aussi à quel point ils étaient expliqués. Et ça, c'est parce que la communauté a beaucoup apporté aussi à l'amélioration pédagogique des modèles, à quelque part. Mm, mm. Parce qu'ils ont été tricotés, ils ont été beaucoup tricotés. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'explications. D'amélioration, Ouais, de clarification des explications pour voilà. que. Donc là, il me reste un tiers j'aurai fini. Mais je sais pas combien de temps je vais mettre parce qu'il m'en reste une centaine à peu près. Quand même, mais bon, t'as vraiment super bien avancé, moi, je trouve, Ouais, je suis content. sur Ouais, ce projet, je suis c'est content. cool. Ça va plus vite que ce que j'avais prévu. J'étais parti sur 3 mois. Là, on est plus sur 3 semaines pour l'instant. Donc, donc peut-être que j'aurai fini en 1 mois et demi, peut-être. Hein. Ouais, ouais. Et toi, du coup, sur l'écriture de intermédiaire, donc Finito. du Finito, guide de tricot université intermédiaire, tu as fini? Oui, l'écriture a été terminée samedi soir. Mhm. C'est complet. C'est complet. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Euh, J'ai vraiment axé ça sur les finitions, comment avoir de belles finitions. J'ai abordé un thème que j'ai abordé, que j'avais pas prévu, mais finalement je me suis dit je vais peut-être l'aborder. C'est comment corriger une maille qui a été divisée, que ça soit en cours de tricot ou après le tricot, parce que c'est quelque chose qui est visible, qui se voit. Et ça m'a semblé intéressant d'aborder ce sujet, parce que bah, ça fait partie des finitions, d'avoir un tricot qui est bien propre, bien clean. Ça fait partie de ça. Donc vraiment, ça m'a semblé important d'aborder ce petit élément-là. Entre autres. Mais il y en a plein, il y a plein de sujets qui vont être abordés. C'est vraiment, j'ai pris mon pied à écrire intermédiaire et je pense que je prendrai encore plus mon pied à écrire expert. Parce que là, je vais être en roue libre totale. C'est c'est marrant, tu vois, comment on peut prendre du plaisir dans les tâches, enfin, dans les projets qu'on mène individuellement. Parce que moi, je sais pas, tu vois, si je peux dire que je prends du plaisir à faire la refonte des graphiques des modèles. C'est-à-dire, individuellement, au moment où je le fais, chaque modèle, je suis pas sûr de prendre du plaisir. Comme toi, tu pourrais prendre du plaisir à écrire une leçon parce que tu fais travailler ton cerveau. Moi, à un moment, en fait, ce qui m'a demandé de travailler mon cerveau, c'est création la de création de la templates. charte graphique, enfin la modernisation de la charte graphique. Donc j'ai dû réfléchir, ça m'a fait travailler le cerveau, ça m'a émulsionné, émulsé, je sais plus. Ça fait une émulation. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Une émulation et une émulsion, c'est pas la même chose. En cuisine, c'est une émulsion et une émulation. J'ai vu un truc sur l'émulsion, comment en fait, pourquoi il faut utiliser l'eau des pâtes quand tu fais une sauce, par exemple. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un gars qui a fait ça. Il a fait ça sous forme de short, un américain. Et ça a fait, dans ma tête, ça fait... J'ai compris. Il montre en fait un tube à essai, il verse de l'eau normale, de l'huile, il mélange et en fait au bout d'un moment, l'eau et l'huile se séparent à nouveau. Et après, il montre
l'eau des pâtes mélangée à de l'huile. Et en fait, tu vois que en fait, quand tu émulsionnes, voilà, ça reste émulsionné en fait. Et D'accord. ça crée l'émulsion. Et c'est ça qui donne le côté crémeux à une sauce pour les pâtes, par exemple. Ok. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser l'eau des pâtes. Alors, je pour, savais qu'il fallait utiliser l'eau des pâtes, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Mais moi, c'est mon côté scientifique, là. C'est typiquement Ouais, le genre de choses, ça... Je vois ça. Et donc, je te disais, je suis pas sûr de prendre du plaisir sur chaque modèle individuel, comme toi, tu peux prendre du plaisir à écrire une leçon. Mais par contre, j'ai aussi du plaisir aussi à voir que le travail a été fait et de voir que je t'ai vu par exemple tricoter le modèle de bonnet que tu es en train de faire sur le nouveau modèle refondu en fait. Et donc ça m'a fait plaisir en fait quand je l'ai vu sur ton téléphone. Je me dis, ah, c'est cool, mais c'est déjà le cas parce que c'est déjà tricoté par des tricoteuses. oui, il y a déjà des tricoteuses qui ont Mais téléchargé. là, tu l'as vu en utilisation, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit dans le précédent podcast, mais on a rajouté une date de mise à jour sur tous les. Je crois pas. On avait dit qu'on le ferait. Ouais. Ah ouais. Je sais plus. En fait, tu as eu l'idée sur le podcast. Tu as dit, je C'est le pas ferai. celui d'avant encore. Tu as dit, je le ferai. Oui. Et tu Bah, l'as c'est fait fait. à celui d'avant. C'est fait, en tout cas. Maintenant, il y a une date de mise à jour sur chaque modèle, donc ça sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver pour savoir de quand date. Comme ça, vous avez votre version de modèle sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous avez la date. Et quand le modèle est mis à jour, si on vous dit qu'il a été mis à jour, vous pouvez comparer si la date est la même ou pas. Et si elle n'est pas la même, c'est que ça a changé. Encore plus court. On va faire, c'est fait. Ouais. 2 volumes. Et donc voilà, donc tu es en train d'écrire tu as fini d'écrire intermédiaire. Et donc tu pars sur quoi, l'écriture d'expert, du niveau expert, ou tu pars sur le tournage de l'intermédiaire? Non, je pars sur l'écriture d'expert, comme va en guerre. Et on va voir combien de temps je mets à rédiger tout ça. Mon objectif serait de rédiger ça d'ici la fin du mois de novembre, ça serait génial. Et mon objectif secret serait de le faire avant la fin du mois de novembre. Donc, maximum 1 mois et demi d'écriture? Ouais. D'accord. Mon objectif secret serait 1 mois tout pile. Donc, c'est-à-dire, on est quoi, le 20 ou le 21 ? Oui. Le 21, voilà. D'accord. Donc, le 21 novembre, ça serait l'objectif 1 mois secret. Et max de max, je me donne fin novembre. Alors, moi, tu vois, pour moi, c'est un défaut, c'est quasiment un défaut. Mais ce truc-là, des objectifs secrets, des objectifs, moi j'adore, parce que c'est un peu moi qui te l'ai filé, ce truc. Mais moi, le problème, c'est que je me laisse piéger, parce qu'en fait, j'ai une autre Notion pour la refonte. Ouais. Et donc, je me marque, en fait, à la base, j'avais marqué 3 mois. Et en fait, j'ai marqué à chaque partie, j'ai saucissonné le projet, et j'ai marqué des dates à chaque partie, en fait, telle date, telle date, telle date. Et en fait, là, je suis à la date, normalement, de décembre. Donc en fait, on est en 21 octobre. Et en fait, pour moi, ça va pas encore assez vite. Ah ouais, non, c'est pas bien ça. Oui, non, mais, il faut que j'ai terminé. Et à chaque fois, c'est encore plus court. Ouais. Toujours plus court. Et après, c'est jamais assez bien, tu vois, du coup. Donc, ouais, mais c'est une manière. J'avoue que c'est un défaut. Si tu vises les étoiles, tu finiras bien. Si tu vises la lune, tu finiras bien pour toucher les étoiles. Oui, j'avoue que d'un côté c'est bien, puis d'un côté c'est un peu un défaut quand même, parce que c'est jamais assez en fait. Donc, je vais jamais assez vite en fait. Voilà, qu'en fait tu n'es jamais satisfait de toi. Non, mais, oui, si, mais je pense que c'est plus pour le défi. C'est moi, je te taquine. C'est plus pour le défi. C'est plus pour le défi. Et du coup, sur le livre, donc c'est Mémé qui a pris en charge tout. Oui, là, il est en train de faire toutes les démarches, de ce que j'ai compris. Oui, mais il a fait ce week-end. Ah, super. Il a fait parce qu'en fait, du coup, pour vous j'ai fait que croiser Mémé. Hein. Je sors de tournage, j'ai fait coucou. Pour vous expliquer, en gros, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse les déclarations à la bibliothèque roumaine, comme l'entreprise est roumaine, et donc pas à la bibliothèque française. Donc la procédure est un peu plus longue et au niveau de la déclaration. Et je crois que c'est, je sais plus exactement, c'est 10 jours au lieu de 3, je crois, ou 4. Je sais qu'en France, je sais pas moi qui m'occupe de ça, mais en France, si tu payes un peu plus cher, c'est plus rapide. Mais en Roumanie, c'est forcément 10 jours, je crois. 10 ou 15 jours. Ça me rappelle les plaques minéralogiques de la voiture. Ouais. Donc, il a refait complètement la couverture pour la réadapter, pour qu'elle soit bien centrée au nouveau type de couverture qu'il y aura, qui sera une couverture solide. On a fait quelques corrections à l'intérieur du livre, à l'intérieur des corrections, des trucs que je voyais qu'on pouvait améliorer. Et donc voilà, en gros... ça avance, c'est en route. Ça avance. Mais là, maintenant, c'est entre les mains de l'administration roumaine. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle. On en parlera, à mon avis, pendant le côté Roumanie. Mais l'administration roumaine s'est inspirée de l'administration française
pour s'organiser, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils aient copiée. Bucarest, ça s'appelle, pour information, ça s'appelle le Petit Paris. Petit C'est Paris. le Petit Paris. Donc, Mais non, je trouve que c'est pas la meilleure chose la meilleure idée de quoi, la meilleure chose qu'ils aient prise. Bref, on en parlera à ce moment-là. Alors après, au niveau perso, les filles vont bien, elles grandissent bien. C'est vrai qu'on nous pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle grandit, Catherine? Je la vois pas grandir, hein. C'est incroyable. Parfois, quand je la couche, je me dis, c'est plus mon béboune, tu vois. Déjà, elle dépasse de partout, elle est super grande, elle parle de plus en plus. Mi-roumain, mi-anglais, mi-français. Ah, elle fait un mix-match de parfois, tout. Quand elle dit cold... Mais t'inquiète pas, tu disais, Matou était un peu inquiet du mélange de langues. Moi, je suis pas inquiète parce que, en fait, le tri va se faire. Et par exemple, elle sait que head, en anglais, c'est cap. Capoule, du coup, en roumain, et elle sait que c'est tête en français. C'est 3 mots qu'elle utilise. Et après, elle va faire la distinction. Elle sait que tel mot, ça va aller avec tel mot. Enfin, je suis pas inquiète. Au début, ça va se faire. Ça va se faire naturellement. Ouais. Toi, t'as pas l'air convaincu du tout, là. Là, c'est le moins convaincu du monde. Non, mais je trouve qu'elle parle beaucoup plus... Enfin, elle parle beaucoup roumain et elle parle un peu français. Mais il y a beaucoup de mots en roumain, alors je comprends, mais... Parce qu'elle parle beaucoup avec avec Mihaela, qui est sa nounou, et qui parle exclusivement roumain. Mais je comprends les mots qu'elle utilise. Mais parfois, c'est difficile à comprendre, parce que, comme je te disais, parfois, elle dit cold, et en fait, elle dit pas cold en anglais, elle dit... Cald en roumain, et c'est l'inverse de cold. Cold en anglais, ça veut dire froid, pour les non-anglophones. Et cald en roumain, ça veut dire chaud. Donc en fait, les deux. quand elle dit et comme elle utilise cold et cald et qu'elle murmure, oui, elle murmure un peu pour parler, parfois c'est un peu complexe à comprendre. Là, c'est sibyllin, si j'ose dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis pas, ça va se faire, ça va s'améliorer, ça va faire que s'améliorer. Elle va prendre confiance en elle sur la discussion et ça va aller de mieux en mieux. Oui, bien sûr. Mais c'est déjà mieux, qu'au début. Mais c'est juste que parfois déjà, c'est depuis qu'on a arrêté la Lulu, elle parle beaucoup plus. Oui, c'est vrai. La Lulu, je sais pas si on l'a déjà expliqué, c'est la sucette. C'est la sucette, en fait. C'est le nom qu'on utilise pour dire la sucette. Voilà. Et après, au niveau de Cléo, parce qu'on a aussi demandé des nouvelles de oui, Cléo. parce que c'est vrai qu'on était resté au souci de santé de Cléo au début, puis que ça allait un peu mieux. Oui, donc là, ça va bien mieux. En fait, ça a été un peu des montagnes russes, là aussi. Oui. Ça allait bien mieux, puis après, elle a eu des petites rechutes un petit peu de temps en temps. Elle est propre, 100% propre maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va dans le jardin, elle se gère toute seule. Il n'y a plus eu d'accident depuis un bon mois. Donc normalement, à partir d'un bon mois, on considère que le chiot est propre. Et c'est le cas. Elle a été malade parce c'est un chien qui est très gourmand. Donc elle a tendance à pas trop s'arrêter. Et du coup... Surtout moi qui ai abusé, j'aurais pas dû lui donner autant de... Matou, il a bien nourri, on va dire. Ouais, j'ai été généreux sur le rumsteak. Hein. Il a été généreux, il a voulu lui donner un petit peu de rumsteak pour la faire grossir un petit peu parce qu'elle est un peu en dessous du poids qu'elle devrait faire. Encore aujourd'hui, elle devrait faire dans les 10-12 kilos, elle est à plus 9 kilos. Donc c'est un petit gabarit pour l'instant. Mais la Veto est pas inquiète, hein. Elle me dit tant que ça grossit bien de partout, c'est que ça va, tu vois. Elle n'était pas trop inquiète, elle est légèrement en dessous de la moyenne, mais ça devrait aller. Et Matou qui est un papa gâteau, du coup, elle a un tout petit peu trop donné de... Oui, bon, on ne reprendra plus, parce que finalement, je ne lui ai pas rendu service. Là, non, mais tu n'as pas dit comme pas dû lui en donner du tout, il faut juste lui en donner moins. Oui, je lui ai donné 100 grammes de poulet là, bien cuit ce week-end, mais j'ai trouvé que c'était tellement petit, la gamelle était tellement grande, et le morceau de poulet était tellement petit. Je me suis dit, franchement... Tu peux lui en donner, mais un petit peu à chaque repas, par exemple. Ou tu peux... Non, je préfère quand même qu'elle ait une alimentation à base de croquettes. Les vétérinaires, le mieux, c'est le croquette. Les vétérinaires recommandent ça, je pense que c'est le plus complet pour elle. Donc, voilà. Déjà, ça lui a fait super plaisir, déjà. Oui. Et elle n'a pas été malade. Oui, c'est vrai. Oui, elle n'a pas été malade. Mais il lui est arrivé une bricole cette semaine. Grosse bricole. Une grosse bricole. Enfin, deux grosses bricoles. Elle a rencontré un gros berger allemand, enfin un gros berger roumain. En fait, ça c'est une histoire en 2 actes. Il y a quelques temps, 1 semaine ou 2, je sors Cléo le soir et je rencontre un chien errant.
Il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais parfois il y en a en Roumanie encore, à Bucarest. Ça a longtemps été un fléau ici. Je dis fléau parce qu'ils étaient hargneux et méchants. Et ça s'était beaucoup calmé. Et quand on était arrivé à Bucarest, on n'en avait quasiment jamais croisé. Et là, dans le quartier où on est, c'est un quartier qui est plus résidentiel. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ils doivent certainement trouver plus à manger ou quoi. Donc, en tout cas, il y a plus de chiens, je trouve, qui sont seuls dehors. Et là, en fait, je croise ce chien qui est tout seul et qui est devant un portail couché. Je me dis, bon, peut-être qu'il a sauté le portail et qu'en fait, il est juste devant son portail par habitude, etc. Et je passe avec Cléo, sauf que en fait, le chien, il a alors, celles et ceux qui ont des chiens me comprendront quand je vais dire ça, mais il a eu un regard et je savais qu'en fait, le chien allait attaquer, en fait. Il allait venir. Donc, du coup, j'ai réagi. Bien entendu, il s'est levé d'un bond. Il a couru littéralement sur Cléo. C'était un gros chien. C'était noir, mais j'ai dit à Matou, je pense que c'était un Kangal ou un croisé Kangal, quelque chose. C'était un très gros chien de race turque qui gardait les ovins, il me semble, ou les bovins, je ne sais plus, c'est la même chose. Donc du coup, c'était vraiment un très gros chien. Et forcément, Cléo, toute petite, qui voit ce gros truc débouler plein phare. Moi, je l'attrape juste avant qu'il la morde, en fait. Je vais dire le fait. Et forcément, il cherche à me mordre, moi, ensuite, la jambe. Donc, parce que c'est les conséquences logiques. C'est le truc qui reste au sol. Donc, du coup, forcément, il s'est dit, je vais choper ce qui reste. Et il cherche à m'attraper la jambe. Donc, je recule. Je ne sais pas comment j'enlève ma jambe au dernier moment. J'entends clac dans le vide. Et j'ai rien pour me défendre. T'es pas chanceuse parce qu'un Kangal, à moins de rencontrer un dog, je crois que c'est un dog du Tibet ou un dog tibétain. Ouais, c'est peu probable qu'il s'arrête. T'as soit le Kangal, soit le dog tibétain. Enfin, c'est les chiens les plus dangereux au monde. Enfin, pas dangereux, mais les plus gros, les plus massifs, dangereux. Le dog du Tibet, je crois que c'est le dog du Tibet. Le dog du Tibet, par contre, lui, il est dangereux. Il est très dangereux. Mais je crois que c'est vraiment. C'est un chien sauvage. Voilà, ça se trouve pas dans les. Non, ça se trouve pas dans les rues de Bucarest. A priori, mais un Kangal, tu pourrais dire. Bon, après, il y a la Turquie qui est pas loin. Il y a la Turquie qui est pas loin. Et tout, voilà. Donc, du coup, je me dis, c'est bon, c'est cuit, je vais me faire mordre, en fait, parce que j'ai rien pour me défendre. J'ai un chiot dans les bras. Donc, c'est-à-dire, j'ai 50% de mes bras qui sont pris. J'ai pas de bâton, j'ai rien. Donc, c'est bon, c'est fini. The end. Et en fait, il y a une voiture qui arrive, pareil, plein phare. Parce que je sais plus pourquoi je me suis décalée sur la route en fait pour essayer d'éviter le chien et en fait la voiture se met à s'arrêter, piler devant moi, klaxonner à fond, donc ce qui fait arrêter le chien. Vraiment, si ce monsieur n'avait pas klaxonné, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Je pense que ça aurait pu être vachement plus grave. Et donc du coup il klaxonne. Moi, j'en profite pour faire le tour de la voiture et m'éloigner un petit peu de ce chien complètement barjot. J'appelle la police. Allô. Il y a un chien qui est en liberté, qui est hyper agressif. Il faut venir le chercher parce qu'en fait, il va faire mal à quelqu'un. La police arrive. Entre-temps, la police dit « Ok, on arrive ». Entre-temps, je continue de balader Cléo. Sur le retour, je vois une petite mamie avec son tout petit caniche qui s'apprête à passer au même endroit où là se trouve le chien. J'étais absolument sûre qu'il était encore là. Donc du coup, je me déplace, pareil. Et là, je vois forcément le chien qui déboule sur la mamie. Et la mamie qui est apeurée en fait, par ce gros truc immense. Et le caniche qui est pareil. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais senti le truc, j'avais suivi la grand-mère et comme je parle un peu roumain, mais j'avais pas le vocabulaire nécessaire pour lui dire « Faites attention, il y a un chien dangereux, blablabla. » Vu que j'avais pas ce vocabulaire-là, je l'ai suivi et en fait, de loin, j'ai crié aussi fort que j'ai pu, comme le klaxon de voiture. J'ai tapé du pied, j'ai fait « Ouais !» Vraiment comme
Mon Oui. objectif, c'était d'effrayer le chien, en fait, pour pas qu'il attaque la grand-mère. Et en fait, il a effrayé la grand-mère et le chien est resté. Non, parce qu'en fait, au contraire, le chien, il a tourné la tête vers moi. Et la grand-mère, elle a taillé sa route, elle a bien fait. Et en fait, après, plus tard, les policiers sont arrivés, on a fait un PV, enfin, on a fait tout ce qu'il faut faire ici en Roumanie. Ouais, pour aboutir à. Pour aboutir à, en fait, le lendemain, on me dit, dans 2 jours, il sera attrapé, et 3 ou 4 jours plus tard, je repasse au même endroit, et bam, je revois le même chien, mais c'est pas vrai. Et ouais, Voilà, donc ça a servi welcome à to rien. Romagna. Ça a servi à rien, c'est pas grave. Donc du coup, maintenant, j'ai une petite lampe de poche, déjà pour voir de loin, parce que les rues sont pas très bien éclairées. Donc Un pour voir, katana. non, pas un katana, mais je pense que je vais prendre une petite bombe au poivre ou un truc comme ça. Ce sera plus pratique. J'ai vu qu'il existait des sprays d'alerte et ça balance de la peinture rouge sur le chien. Pas mal aussi. Comme ça, c'est pas mal. Je trouvais l'idée pas mal. Mais il appartient à quelqu'un. En fait, oui, j'ai découvert, j'en ai parlé dans le quartier, et en fait, on m'a dit que ça faisait des années que ce chien était là, que ça faisait des années que ça arrivait, que tout le monde était, en gros, que tout le monde était au courant que ce chien était agressif et que personne faisait rien, que la police faisait rien, que rien faisait rien, et qu'en fait, il appartient à quelqu'un et que cette personne non plus ne fait rien. En fait, le portail n'est pas assez haut, il saute le portail à chaque fois. Et il se pose à cet endroit devant ce portail-là. Pourquoi? Personne ne sait par contre. Mais il est super agressif et ça, tout le monde le sait. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est le premier acte. Donc en fait, c'est à un endroit précis, à quelques minutes de l'endroit où on vit avec Matou. Donc du coup, je me suis dit, ah ah, pas bête la Jaënel, je vais pas prendre le même endroit, je vais pas me faire avoir 2 fois. Je vais prendre une autre rue. Je prends une autre rue. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on croise un gros berger allemand. Alors, Cléo, elle a l'habitude d'aller voir les autres chiens, je sais pas, faire le chien, quoi, renifler un petit peu, Socialisé. socialiser, quoi. Ce que fait un chien, normalement. Être un chien, quoi. Et en fait, donc on passe près d'un portail. Et en fait, il y a un gros chien qui était derrière ce portail, qui était un gros berger allemand. Et en fait, le berger allemand, faut savoir que le portail, là aussi, ça s'est fait, voilà, c'est typique de la Roumanie aussi. La rue est plus haute que le portail, donc du coup, la personne qui habite là a coupé le bas de son portail pour pouvoir ouvrir son portail. Sauf qu'en coupant le bas de son portail, ça laisse un espace immense pour le museau du gros chien, qui du coup dépasse, je pense que j'ai vu ses yeux, donc en fait, il y a tout le museau qui dépasse, hein. La tête. La tête, pas entière, mais bon, une belle partie de la tête. Et en fait, Cléo passe, elle sent un petit peu le portail, et en fait, là, à ce moment-là, j'entends... oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et bien, je vois Cléo courir, j'ai compris qu'il l'avait mordu. Et en effet, ce gros chien, berger allemand, a mordu la jambe de Cléo. Donc, elle hurle à la mort pendant 10-15 minutes, je pense, au milieu de la rue. Il y a une personne que j'entends derrière le portail, une dame âgée, qui sort en furie, totalement en furie. J'ai pas compris pourquoi, j'ai rien dit, j'ai pas crié ou quoi, hein, elle sort en furie totalement. Et elle me dit, elle est vraiment en colère. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me raconte, mais à mon avis, c'est pas des gentillesses qu'elle me dit. Elle me crie dessus en roumain et je comprends pas. Je dis, mais enfin, c'était pas Cléo qui avait fait quelque chose. C'était Cléo, clairement la victime, qui, la pauvre, en plus, continuait de hurler à la mort. C'est un chiot, elle a 4 mois. Enfin, elle est toute petite. Et elle referme la porte. Je l'entends discuter avec quelqu'un. Et puis là, sort un Golgoth. Un monsieur, c'est une armoire à glace, il est immense, hyper carré d'épaule. Je dis ok, ça va bien se passer, parce que normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça va bien se passer, mais je suis quand même pas rassurée des masses. Donc Cléo qui crie toujours à la mort, le monsieur qui sort, qui est super énervé aussi.
et qui, en fait, je commence à lui parler en anglais parce qu'il était tellement énervé qu'en roumain, je comprenais pas ce qu'il me disait parce qu'en fait, ils parlent trop vite, quand ils sont enfin, comme dans n'importe quelle langue, mais quand vous êtes énervé, vous parlez trop vite et pour une personne qui comprend, mais pas, qui est pas une native, c'est plus difficile. Donc du coup, je comprends un petit peu le roumain, mais quand les personnes s'énervent, je comprends encore moins. On va dire que ma capacité de compréhension baisse au fur et à mesure. Donc du coup, il passe en anglais. Il me dit mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai fait mais comment ça? J'ai fait quoi? Je comprends pas. Pourquoi vous me criez dessus en fait? C'est votre chien qui a mordu mon chien. J'ai dit il m'a dit mais pourquoi elle a reniflé le portail? C'est chez moi. Vous auriez pu. Pourquoi vous l'avez fait laisser faire ça? Je sais pas parce que c'est un chien en fait. Elle renifle tout ce qui passe. Et bref, il s'est énervé. Bref, pour faire plus simple, pour raccourcir un petit peu, il est parti dans les tours. Je lui ai dit de se calmer. Je lui ai dit en gros, c'est bon, allez-y, barrez-vous, c'est bon. Mind your business, c'est bon. Je comprenais pas pourquoi il m'a agressé, en gros, pourquoi il s'est énervé contre moi comme ça. Au final, en gros, j'ai ramené Cléo à la maison au bout de 5 ou 10 minutes de balade. Et elle boitait, elle pouvait plus poser la patte par terre. Pauvre béboune. Donc en fait, le lendemain, on est allé à la véto. Elle a en effet été mordue. La patte était en train de s'infecter. Donc en fait, elle a eu des médicaments, des anti-inflammatoires, un antidouleur. Aujourd'hui, c'était son dernier jour de traitement et elle marche un peu mieux. Elle boitille encore un peu de temps en temps. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Ouais, elle boitille un petit peu de temps en temps. Si ça se règle pas, on retourne au vétérinaire. C'est ce que m'avait dit la véto, mais ça s'est arrangé. Donc la véto sous-entendait qu'en gros, ça allait aller de mieux en mieux. Donc voilà. Non, mais voir s'il y a pas si ça reste pas, s'il n'y a pas une blessure qui va rester. J'espère que non. Voilà. Mais peu cher, pauvre Cléo, elle s'est tapé le gros chien qui l'a effrayé, plus l'autre qui l'a mordu là, en très peu de temps. Les chiens sont comme les maîtres. Hein. Pauvre béboune. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait à la limite inverser et parler du jacquard plus tard et d'abord parler de la Roumanie, parce que ça suit bien. J'avais proposé comme ça. Oui, c'est vrai. En fait, en gros, pour situer où on en est aujourd'hui vis-à-vis de la Roumanie, on est parti en gros, on a quitté la France il y a 3 ans à peu près, Oui, pour diverses raisons qu'on a déjà expliquées. plein de fois. C'est multicausal, mais en gros, il y a une question de logement. En fait, on trouvait pas de logement, puisque en fait, c'est compliqué de trouver de logement quand on est entrepreneur. Il faut avoir, en fait, quand vous êtes entrepreneur, apparemment ça a évolué en plus, ça évolue sur 3 ans maintenant, mais quand vous êtes entrepreneur, vous devez justifier de 2 bilans comptables. Donc, si À vous avez- l'époque où nous, c'était 2 bilans. Voilà. Aujourd'hui, apparemment, c'est 3. Et donc, nous, on vivait dans un appartement, on allait avoir Catherine, et on ne pouvait pas attendre d'avoir 2 bilans comptables pour louer. Pour avoir le droit de louer. Pour avoir le droit de louer, voilà. Donc, il y avait ça, il y a plein de choses, plein de raisons. Globalement, on va pas faire de la politique, mais on va dire que la France est quand même un pays un peu figé, où les choses bougent pas vraiment. Et c'est difficile de se faire une place, je trouve, quand on est jeune. Je trouve ça compliqué. Ça reste mon point de vue. En tout cas, on a trouvé opportun, en fait, de se dire, écoute... c'était le bon moment. C'était le bon moment. T'étais enceinte. J'étais enceinte. On ne trouvait pas d'endroit où se loger. On nous a dit, essayez la Roumanie, ça peut être cool. Ça peut vous plaire. Et puis, si ça vous plaît pas, voilà. Oui, vous restez pas. Vous restez pas. Et en fait, au début, quand tu t'expatries, pour en gros expliquer, toutes les personnes qui vont dans un autre pays, en fait, il y a plusieurs phases. Et en gros, dans l'expatriation, il y a la phase d'abord lune de miel. Donc, en fait, tout ce qu'on voit dans le pays, on le trouve mieux. On voit pas les mauvais côtés. Ça marche pour toutes les expatriations, hein, où qu'on parte dans le monde. Il y a ce côté, l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis après, ce qui se passe, après la lune de miel, il y a les premières disputes de couple. Et là, on commence à avoir une vision hyper dégradée, on croit plus en l'amour. Donc on se dit, voilà, on voit tout noir, etc. Et puis après, en gros, si on reste, si on dépasse ça, on rationalise. C'est-à-dire, en fait, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Et maintenant que je connais les bons côtés et les mauvais côtés, je fais un arbitrage. Est-ce que je suis capable de les accepter? Et c'est là où on en a. En gros, aujourd'hui, on en est là dans notre réflexion. C'est on a vu les bons côtés, on voit les bons côtés.
On voit les mauvais côtés, donc on pourra dire après les bons côtés Lesquels? et les mauvais côtés. Et on fait un arbitrage en gros en disant est-ce qu'on se voit vivre sur 4 ans, ok, 5 ans, ok, mais sur 10, 20 ans, on se Je voit sais pas vivre en trop. Roumanie? Pas vraiment. Aujourd'hui, la réponse, elle est plus là. Voilà. Mm. En tout cas, pas à Bucarest. Pas à Bucarest en tout cas, parce que on a remarqué plusieurs voilà, petits soucis. Aujourd'hui, Bucarest, c'est utile parce que par exemple, pour les démarches administratives, Oui, bah oui. tu es sur place. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que la Roumanie, c'est un pays qui est assez peu informatisé. Donc en fait, je peux le dire parce que par exemple, quand j'ai fait le PV pour la déclaration du chien errant, no joke, ça s'est fait sur papier libre. C'est sur une feuille A4, genre une feuille A4 blanche classique. Les policiers avaient rédigé ça à la main, pas sur leur capot, mais dans leur voiture, avec un stylo bic. Et enfin, je veux Non, dire, mais c'est du bricolage, tu vois. quand on était arrivé en Roumanie, on était à Cluj et on aurait été obligé d'aller à Bucarest Oui. pour faire la déclaration de naissance de Catherine, par exemple. Mm. On n'aurait pas pu faire la déclaration de naissance à l'enregistrement, c'est ça? Oui, en fait, À Cluj. le changement de C'est nom, c'est la reconnaissance de paternité. la Merci. reconnaissance de paternité ne pouvait pas se faire au consulat, il fallait aller À à Bucarest. Bucarest, Voilà. donc à l'ambassade, pour le faire. J'étais pas assez précis, c'est la reconnaissance de paternité pour qu'elle porte mon nom. Pour qu'elle porte le nom de famille de Matou. Parce que sinon, c'est forcément le nom de famille de la mère qui priorise. Et en fait, on voulait que... Tu voulais. Je voulais. Je J'ai voulais, dit je on, voulais. Moi, j'étais ok, mais c'est. mais je voulais qu'elles aient le nom de famille de Matou. Donc du coup, c'était important pour Moi, moi. je suis content. Hein. Donc voilà. Moi, je suis content. Et donc, du coup, en fait, les bons côtés, les mauvais côtés. En gros, les bons côtés, bon. Je vais donner un exemple pour donner les bons côtés. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Quand on a aménagé dans la maison dans laquelle on a aménagé en juin, on s'est fait livrer, les plafonds sont assez hauts, donc on s'est fait livrer une échelle. Et le jour où l'échelle a été livrée, on n'était pas là. On ne pouvait pas être là. On n'était pas encore installé dans la maison et l'échelle est arrivée en première. Elle est arrivée le jour où on ne voulait pas qu'elle arrive. Et le livreur nous a appelé, nous a dit je vous mets l'échelle dans le jardin. Je la fais passer par-dessus la grille et je la mets dans le jardin. On arrive à la maison et on voit pas l'échelle. Et on dit mince. On s'est fait piquer l'échelle. On s'est fait piquer l'échelle. Au début, on savait pas. Puis on l'a cherché. Et on dit mais non, on s'est fait piquer l'échelle. Et moi je me rappelle, j'ai été hyper étonné. Ça m'a mis. Parce que depuis qu'on est ici, jamais arrivé. Ça nous était jamais arrivé. Jamais volé. Jamais volé quelque chose. Jamais, jamais. Pour vous dire, une fois j'ai laissé, je crois que j'ai oublié de t'en parler, mais une fois j'étais au comptoir de l'hôpital et je suis tellement pressée que j'oublie mon portefeuille sur place. Et en fait, je fais mon rendez-vous, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille à l'accueil. Et en fait, la personne qui était à l'accueil avait récupéré mon portefeuille. Elle m'attendait en disant voilà, vous faites votre portefeuille. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous avez plutôt confiance aux gens qui sont autour de vous. Et en fait, ce qui s'est passé pour finir sur l'échelle, c'est qu'on avait mal compris l'appel au téléphone parce que ça captait mal ça captait mal. Et au lieu en fait, c'est pas l'échelle qu'il avait mis de l'autre côté, mais c'était en gros des pieds de machine à laver. Des pieds de machine à laver. Qui étaient un tout petit paquet qu'on n'avait pas vu dans le jardin parce qu'on cherchait une échelle. Et en fait, l'échelle est arrivée plus tard. Et en fait, en gros, ça fait 4 ans, 3 ans ou 4 ans 3 ans qu'on est ici. Oui, c'est ça, ça fait 3 ans. On n'a jamais eu de vol. Jamais. Et pourtant, on n'est pas hyper vigilant, on n'est pas hyper sur nos gardes. Donc jamais. Donc ça, c'est un point positif. Pareil, toi, tu disais, le Golgoth est arrivé et au début, tu n'as pas eu peur parce que jamais de fait de violence, jamais d'agression. D'ailleurs, physique. Je sors seule le soir sans souci parce que je sais que je suis tranquille en fait. Jamais. Donc ça, c'est des points super positifs. Après, il y a la nourriture est plutôt bonne, ça va. Enfin, après, c'est des trucs un peu différents, mais sur la vie au quotidien, voilà, ça, c'est des grosses. Il y a un côté. Je veux pas qualifier des gens en fonction du pays parce qu'il y a des gens gentils, il y a des gens méchants partout. C'est pas la question de ça, mais il y a des situations qu'on n'a jamais rencontrées depuis qu'on est en Roumanie, qu'on a plus. Alors que des choses qu'on s'est fait voler en France, on en a eu. Les jantes de voiture, par exemple. Voilà. Ah oui, c'est vrai, tu t'es fait voler tes jantes de voiture. Ouais. Et je me les suis fait voler 2 fois, puis j'ai arrêté de mettre des jantes. Voilà. Et moi, pareil, enfin bon, peu importe. Et maintenant, dans les points négatifs, Bucarest, il fait très chaud.
l'été. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Ça peut paraître anodin, étant donné qu'on vient du sud de la France, mais c'est vraiment, il fait plus chaud que dans le sud de la France, je trouve. C'est une cuvette où il n'y a pas d'air du tout. Bah, tu me diras, Nîmes, c'était pareil, c'était une cuvette aussi. Mais je sais pas, moi j'ai plus de mal à supporter j'ai plus de mal. Beaucoup plus de mal. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi, j'ai beaucoup de mal à supporter l'été ici. Très très chaud, très très lourd. Vraiment difficile. Et moi, voilà, et je pense que le défaut ultime, enfin pour nous, mais pour nous encore c'est personnel, hein, c'est comme un menu en fait quand on choisit de vivre dans un pays, c'est comme tu vas pas manger dans un japonais si un restaurant japonais si t'aimes pas les sushis, voilà quoi. Et en fait, moi le problème que j'ai principalement avec Bucarest, alors certains me diront c'est pas la Roumanie, c'est Bucarest, donc c'est une ville, c'est une capitale, donc c'est plus cosmopolite, il y a plus de diversité de nationalités, etc. Et puis les gens sont peut-être plus stressés parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de trafic et tout. Mais c'est la violence dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire, je trouve que c'est trop violent. Trop violent, les gens sont trop agressifs entre eux. Agressifs, pas dans le sens physique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de violence physique en soi. Mais toujours à essayer de pas reconnaître ses torts, pas se remettre en question, c'est jamais de leur faute. Et puis il y a une violence, je trouve... je parle même entre les Bucarestois, hein, je parle même pas entre nous forcément, mais entre eux, ils sont violents. Ils sont durs entre eux. Ils sont durs, voilà. Les gens sont durs. Les gens sont durs. Ils sont difficiles, ils se parlent mal. Ils se parlent mal, voilà. C'est vraiment, parfois, ça en est choquant. Donc, ils se parlent, c'est... Je sais pas. Mais par exemple, une personne... ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un maltraiter, par exemple, une caissière, par exemple. Parce qu'il considère qu'elle va pas assez vite ou quoi. Et ça m'est arrivé de voir... mais vraiment la prendre pour de la... je dis les choses, mais c'est vraiment la considérer. Et voilà, c'est une serpillère, il y a un côté, en fait, l'homme est un loup pour l'homme, voilà quoi. Il y a un petit côté comme ça. Pour moi, il y a un côté caste en fait. Il se classifie un petit peu. Et par exemple, si moi je suis coiffeur et toi t'es caissière, je considère que coiffeur c'est mieux. Donc du coup, je te parle comme moi je trouve que les gens sont durs. Moi, en fait. Je trouve que les gens sont durs entre eux et à un moment, moi je trouve que ça rabaisse l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi? Parce que si tu veux être respecté, tu es obligé d'avoir des comportements que tu n'aurais pas normalement. C'est-à-dire tu es obligé de montrer les dents. Voilà, c'est malheureusement ça marche. L'aspect empathique, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, mais du tout. Et donc en fait, tu es obligé d'être dans un mode comme tu es dans une arène avec un couteau et tu vois, voilà, en mode verbalement. Je me souviens quand j'étais enceinte de Catherine et d'Elisabeth, on prenait des Uber. Et les Uber, ils ont tendance à être un peu sport. Ils ont une conduite un petit peu sportive. Enceinte, c'est dur. Ça peut faire mal. Parfois, ils y vont vraiment comme des bourrins. Et je me souviens qu'une fois, je demandais à monsieur de rouler plus doucement parce que vraiment, ça me faisait mal. Et en fait, il ne m'écoutait pas. Ouais. Et j'ai été obligée de faire comme ça pour le faire redescendre de son truc parce qu'il ne m'écoutait pas en fait. Il avait aucune empathie sur le côté où j'ai... Quand on dit il n'écoutait pas, c'est pas qu'il n'entendait pas. Hein. Non, c'est qu'il n'écoutait pas. Et il n'écoutait vraiment pas. Et il n'écoutait pas ma détresse que je disais. Mais il faut arrêter. Moi, je pense que c'est quand même assez circonstancié à Bucarest. Je pense qu'il y a un lien avec le fait quand même que c'est la capitale. Je dois t'avouer, je sais pas parce qu'on n'est pas resté assez longtemps. Et non, on n'est pas resté longtemps. Mais moi, je me souviens pas que c'était aussi. Mais j'ai pas un souvenir pareil à Cluj. Tu vois. Oui. Je trouvais. Et moi, on me l'avait dit quand j'ai dit on va à Bucarest. J'avais parlé avec des habitants de Cluj. Et il m'avait dit Bucarest. Oh là là. Oui, c'est fou. J'aime pas les gens là-bas. Ils pensent qu'à l'argent. Moi, à l'époque, j'avais dit c'est un cliché. C'est un cliché. Et vraiment, on m'a vraiment dit ça. Je me souviens, c'était au salon de coiffure où on allait, qui était à côté de la place centrale, et vraiment avec l'église là, qui était magnifique. Mais c'est fatigant. Voilà. C'est fatigant. Ça prend la tête un peu parfois. Ouais. Et je suis d'accord. C'est pour ça que sur 4-5 ans, pourquoi pas, sur 10 ans, 20 ans... Franchement, moi, je sais pas. Moi, je dois t'avouer, parfois, vraiment, je suis intéressée par des pays déjà plus froids. Plus du nord. Et lesquels précisément, je sais pas. Mais plus froid, oui. Clairement, ouais.
Moi, je lisais un livre il y a longtemps, il y a un petit moment, sur, en gros, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais les méthodes d'accouchement à travers le monde, en fait, et comment était... euh, Je- Vous me voyez déjà soulever les sourcils là. non, mais comment c'était géré la période Mm. où la femme est La enceinte. grossesse et Et l'accouchement, la le période voilà, la post-accouchement. période de grossesse et et l'accouchement, le moment de l'accouchement. Et donc, c'était une dame, une auteure, qui parlait de ça et qui expliquait en fait que dans les pays du Nord, c'était différent, etc., par rapport qu'aujourd'hui, plutôt, on était trop médicalisé, alors que dans les pays du Nord, il y avait encore un accouchement naturel, etc., Mm. etc. Et je me demande parfois presque s'il ne faut pas voir comment les enfants sont traités et comment on gère l'accouchement, la grossesse et la petite enfance. Et en fait, ça te dit beaucoup d'un pays, en réalité. Tu sais que dans les pays du Nord, les enfants, quand ils sont à la crèche, les parents, ils les envoient dans des combinaisons. Et en fait, les enfants, ils restent dehors quasiment toute la journée. Et ils sautent dans les flaques de boue, enfin, ils les laissent jouer dans la boue, etc., sous la pluie, dans la neige, Mm. partout. Et en fait, le truc, c'est... l'idée, c'est si l'enfant revient en n'étant pas sale, les parents considèrent en gros qu'il n'a pas passé une bonne journée parce qu'il ne s'est pas dépensé, en fait. Il n'a Ok. pas fait ce qu'il voulait, il n'a pas été dehors, prendre l'air, s'aérer, etc. Et vraiment, je crois que c'est dans les pays nordiques, vraiment le Norvège, etc., Mhm. où en fait, ils mettent l'enfant à la crèche, il est propre, il revient, il est plein de boue, ça s'est bien passé. Moi, moi, j'ai pas, enfin, en gros, je soulève plus des questions que des réponses parce que comme j'y suis pas allé, j'ai pas d'avis. Et moi, j'ai toujours tendance à me méfier. Tu sais, on a tendance, quand on n'a jamais vu un pays, à fantasmer dessus. Oui. Beaucoup de gens fantasment Moi, sur de toute le... façon, en vrai, le mieux, c'est d'y aller. Voilà. Beaucoup de gens fantasment par exemple sur le Japon. Moi, j'en parlais avec Gros Minou, je lui disais que finalement, il y avait une mode du Japon depuis des années, où on prête des qualités, des valeurs aux Japonais, comme si d'ailleurs c'était uniforme, mais voilà. Et un peu, on prend le Japon comme un modèle, on dit voilà, en Occident, si on avait les mêmes valeurs, ça irait beaucoup mieux, etc., etc. Mais en fait, on ne sait pas tant qu'on n'y est On ne pas sait allé. pas tant qu'on n'y est pas allé. Et puis surtout, il y a d'autres problématiques. Voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a d'autres problématiques, hein. C'est par exemple la place de la femme Oui, là-bas, complètement différente. Donc, oui. c'est pas du tout la Les même. couples aussi. Les couples aussi, enfin, il y a d'autres choses. Mais je- Il y a des choses bien et des choses. Il y a Ouais, d'autres. Chaque mais pays a ses avantages, ses voilà. inconvénients. Il faut Mais être ce que je veux conscient. dire, Voilà. c'est que si tu prends ne serait-ce que la place de la femme dans le monde professionnel, Oui, déjà là. la problématique du couple au Japon. Donc Mm. tout ça, c'est des documentaires en fait que je regardais. En fait, c'est en gros c'est la relation de couple avec l'enfant. À partir Oui, du moment où ils ont un enfant, c'est très compliqué. c'est compliqué. Ouais. C'est pas du tout apaisé, hein, voilà. Et le troisième truc, par exemple, c'est les hikikomori, ou en gros les personnes qui vivent Ah oui, enfermées dans leur dans leurs petits appartement appartements. et qui ne sont coupées du monde, en fait, qui se retirent du monde. Et ça, c'est un phénomène qui. typiquement japonais, en fait, Oui. dans les grandes villes, mais typiquement japonais. Donc, un pays qui a quand même ces problèmes-là, il y a Chaque pays a ses voilà, mais ce problématiques, que je veux hein, dire, c'est donc, un pays qui a ces problèmes-là, c'est quand même symptomatique aussi de pas mal de choses, quand même, quand tu y oui. réfléchis. J'ai rien contre les Japonais, hein, encore une fois, mais c'est Non, juste non, que mais comme c'est beaucoup mis en avant, voilà. Et c'est pareil pour les pays nordiques, je me dis peut-être qu'on les fantasme aussi, ils ont leurs problématiques et ils doivent avoir d'autres ils ont problèmes. certainement leurs Mais c'est vrai que problématiques, hein. je vois par exemple la Roumanie, comment... alors, par exemple, la Roumanie, sur le plan médical, c'était super pour ta grossesse. Ouais. Mais par contre, sur le plan de l'accouchement, beaucoup moins bien. Oui, et du post-accouchement, Voilà. du coup. Enfin, de la gestion de la prématurité. De la même manière, la difficulté que nous, on a et que d'autres parents français ont à trouver des nounous ou des crèches, tu vois, ou des encadrements pour les enfants, ça dit beaucoup quand même. Dans une Oui. capitale, c'est quand même pas bizarre que ça soit aussi difficile. Tu vois ce que je veux dire? Si, mais. Et je me dis, finalement, au final, tu regardes ce critère-là de l'enfance, de l'accouchement, de la Mais grossesse. après, par exemple, tu vois, il y a les enfants sont beaucoup plus acceptés dans le domaine public, dans le sens où, par exemple, tu Ça, vas au c'est vrai, oui. restaurant, Ça, c'est vrai, oui. t'as beaucoup d'espaces de jeu pour enfants, c'est quelque chose de complètement admis. Qu'il y ait des enfants au restaurant, il n'y a aucun problème. Qu'il y ait des enfants au café, il n'y a aucun problème, ça choque personne. Il n'y a aucune pancarte enfant interdit. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, bien Les sûr. enfants font partie de la société à proprement Oui. parler. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même quelque chose
le père qui assiste pas à Ça, l'accouchement. oui. Il y a des choses un peu. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai pas. Quand Ouais. Matt, c'était quoi on allait voir Elisabeth, j'allais dire au NICU parce que c'est aux États-Unis, mais c'est pas comme ça, c'est à l'unité de soins intensifs. De soins intensifs. Ouais. On allait la voir et en fait, j'ai montré à Matou un tour qui se passait. En fait, donc il y a la femme enceinte qui arrive, qui est en train d'accoucher. C'est au même endroit en fait, c'est pour ça, c'est une maternité, il y a tout qui est au même endroit, il y a les médecins, l'unité intensive, la prématurité, les femmes qui accouchent en même temps, enfin, c'est au même endroit, c'est un même pôle. Et donc on voyait la femme arriver qui était en train d'accoucher, le mari qui arrive avec le sac, qui tient le sac, le médecin qui prend la femme en fauteuil roulant, qui la fait s'asseoir et qui dit au mari c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de problème, et le mari qui s'en va. C'est bon, j'ai fait le devoir. Ah, moi, ils n'ont pas compris. Et en fait, quand Matou, lui, est arrivé et a dit par contre, j'aimerais assister à l'accouchement. Comment ça, assister? Il n'y avait rien qui était prévu. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci, nous on gère, vous inquiétez pas. Non, mais en fait, j'aimerais être là pour soutenir ma compagne, en fait. Ouais. Ils ont vraiment essayé de me dissuader très lourdement. Oui. Toi, tu m'as dit qu'il y avait un médecin qui vraiment te disait en gros, c'est bon, vous pouvez y aller. Partez. L'homme, parce que c'est surtout l'homme avec qui j'ai été en fait, il y avait un homme et une femme, et il y avait ta médecin et ta doctoresse et un docteur. Ça se dit, le doctoresse? Je crois, oui. Ok. Je crois, oui, je crois. Et en fait. Les gynéco. Voilà. Voilà. Et en fait, ils ont, ta doctoresse, ta gynéco, on n'a quasiment pas parlé. Mais par contre, j'ai parlé beaucoup avec le monsieur et le docteur a essayé de me dissuader vraiment. Vous savez, il avait peur que je tombe dans les pommes. Oui. J'ai dit non, mais ça va aller. C'est ok, ça va aller. D'ailleurs, c'était pour la césarienne. En sachant qu'il y a un drap, donc ni moi ni Matou voyant rien. Matou était de l'autre côté du drap, donc voilà, il voyait rien en fait. Non, mais je trouve que ça, encore une fois, voilà. C'était vraiment pour du soutien. Pour moi, c'est à l'image des relations interpersonnelles. Parce que tu n'avais pas pu être là en non, plus pour Catherine, parce qu'on était en période Covid. Et ça, c'était important pour moi et pour toi d'assister à la naissance d'Elisabeth. Oui. Bien sûr, j'aurais aimé aussi assister à celle de Catherine, mais bon. Bien sûr, mais ça c'est la vie. Voilà. Quoi. Et en fait, moi je trouve qu'en tout cas, la manière dont ils ont de gérer en soins intensifs pour les bébés, que tu peux pas les tenir dans tes bras, etc. Oui, parce que ou le fait que le mari soit pas là. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Je sais pas. Je crois qu'on n'en a jamais parlé. Qu'on n'en a jamais parlé. Je sais pas, je sais plus. Je perds le fil à force. Bon, si tu veux. Je crois pas parce qu'en fait, il y avait plus la radio tricot à ce moment-là et j'en ai jamais vraiment parlé. En gros, je te laisse raconter. En gros, donc quand j'ai accouché d'Elisabeth, elle était née avec 2 ou 3 semaines d'avance. En soi, elle était en bonne santé, mais en fait, quand elle est née, c'était un accouchement du coup qui s'est déclenché seul. Mais comme je venais de faire une césarienne et qu'elle était très récente, on m'a fait accoucher sous césarienne, même si j'étais en train d'accoucher. On m'a fait accoucher sous césarienne. En urgence là aussi, donc 2e césarienne d'urgence. J'accouche, Elisabeth me semble bien, elle crie, on la câline rapidement, puis après ils la prennent. Moi, on me met dans la salle de réveil pour que je récupère la fonction des jambes. Alors, me demandez pas pourquoi, mais je mets toujours une éternité à récupérer ces fichues jambes. Ça l'a fait 2 fois. 2 fois, j'ai cru que j'allais perdre les jambes à chaque fois. Et en fait, la première fois, on m'avait amené Catherine au bout de 30 minutes, je pense, 1 heure. On me l'avait amenée, on me l'avait laissée câliner, mettre au sein, etc. Et là, en fait, Elisabeth, elle vient pas. Elle arrive pas. Et je vois le temps passer. Et je récupère toujours pas ses jambes. Parce que la condition pour sortir de la salle de réveil, c'est récupérer les jambes. La fonction des jambes. Et en fait, je dis, je veux voir ma fille. Non, mais plus tard, vous inquiétez pas, je vous l'amène. On lui fait des examens, tout ça, vous inquiétez pas. Et en fait, je sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc, je commence à paniquer, forcément. Et dans ma tête, il y a tous les scénarios qui sont en train de se dérouler, possibles, inimaginables. Imaginez une femme qui est enceinte, donc qui a les hormones qui est comme ça au maximum, qui ne demande qu'une chose, c'est voir son enfant, et on lui dit non, on vous fait un petit peu patienter. C'est inaudible, en fait. C'est clairement pas la chose que j'ai envie d'entendre.
Et en fait, on me dit: «Vous sortirez quand vous aurez récupéré vos jambes». Je me mets à charbonner sur les jambes, c'est-à-dire fois je les lève, j'essaie de les lever, bref. Je récupère mes jambes au bout de plusieurs heures parce que je sais que c'est super long. Je dois être super sensible à ça, je sais pas pourquoi, bref. Je récupère mes jambes, et en fait, la première chose que je demande, je dis: «Maintenant, je veux voir ma fille». «Non, mais vous savez, c'est tard», c'était minuit, «c'est tard, je pense que c'est mieux que vous la voyiez demain matin». «Non, je veux voir ma fille maintenant». Je les saigue, je les Mais saoule en fait, vraiment. on dirait qu'ils ont pas d'émotion. C'est ça que je trouve dingue. On dirait qu'ils comprennent même, parce que tu regardes, tu vois dans leurs yeux qu'ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas. Pour moi, je voyais dans les yeux de l'infirmière qu'elle comprenait pas pourquoi je la saoulais autant, parce que je la saoulais, à voir Elisabeth. D'ailleurs, on dit tous les Français qu'on connaît, on parle tous du souffle bucarestois. Le souffle bucarestois. Donc elle souffle, elle m'emmène à l'unité intensive, et c'est là que j'apprends du coup que Elisabeth est en unité intensive depuis tout ce temps, que c'est pour ça qu'on me l'amenait pas, parce qu'elle est en détresse respiratoire, qu'en fait il faut qu'elle soit sous oxygène, blablabla. Je découvre tout ça d'un coup, donc forcément je me mets à pleurer. L'infirmière me dit, elle s'énerve presque en me disant: «Mais il faut pas pleurer, allons, reprenez-vous», etc. Mais moi je suis en pleurs complètement, je me dis: «Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe?» Et je demande, je dis: «Mais je veux rester avec elle». «Ah non, non, vous pouvez pas rester, il faut aller dans votre chambre, il faut vous reposer. Vous pouvez pas rester ici, de toute façon, il y a pas de lit, il y a rien, c'est pas fait pour. Vous allez nous gêner plus qu'autre chose». Moi, je suis au fond du seau, vraiment. Je pars dans ma chambre, je suis en pleurs, je suis complètement défaite. Je passe une affreuse nuit. En fait, bien sûr, j'appelle dans la nuit les infirmières en leur disant: «Quand c'est que je peux voir ma fille?» Je dis: «Quand ça ouvre à telle heure». Le matin, je me réveille. La première chose que je fais, c'est je marche et je vais à l'unité intensive. L'infirmière me dit: «Mais venez en fauteuil roulant». Non, je marche. Parce que pareil, si en fait il y avait quelqu'un s'était conditionné à ce que quelqu'un me prenne en fauteuil roulant pour m'amener à ma patin couffin, je marchais. Je peux vous promettre que moins de 24 heures après ma césarienne, je marchais. Et je peux vous promettre que vraiment, je marchais. Et mon objectif, c'était d'aller à cette fichue unité intensive qui était super loin. Et moi, mon objectif, c'était l'unité intensive. Unité intensive, voir Elisabeth, voir ma fille. Je la vois sous respirateur pour la première fois. Et en fait, là, c'est super dur. Parce que vraiment, je vois en fait son corps qui est secoué par les mouvements de l'aspirateur. Et je me dis, elle est pas là en fait. Elle est. Enfin, c'est comment dire. Oui. Oui. C'est super dur pour moi. Matou peut pas venir parce que Oui. c'était conditionné à ce qu'il fasse 50 000 tests. Bref, Non, il y avait ça, puis je devais être avec Catherine Puis aussi. aussi, il devait être avec Catherine. Donc c'était Enfin, compliqué. c'était super Et difficile. en fait, tu es revenu à la maison. Tu veux que je prenne le relais? Ça sera plus facile. Ouais, vas-y, Ok. ouais. Donc, moi, je suis plus factuel pour le coup, parce que je suis. Voilà. En fait, après, tu es revenu à la maison. Et donc, le but, c'est d'expliquer un peu. Le but là de cette anecdote, c'est d'expliquer les fameuses relations interpersonnelles à Bucarest, où en fait, deux salles, deux ambiances. Lorsque vous n'êtes pas bucarestois, vous avez du mal à comprendre, et on peut ressentir une certaine forme de violence interpersonnelle. Donc, Jaënel revient à la maison sans Elisabeth. Donc déjà, c'est un coup. Et en gros, on comprend qu'on pourra l'avoir 1 heure par jour maximum, puisqu'en fait, les soins intensifs n'ouvrent qu'1 heure au public étant les parents. Et que à chaque fois, c'est conditionné au fait de faire un test PCR. Donc on est en 2020. 2022. On est en 2022. On est en mars 2022. Voilà. Février-mars 2022. C'est pas 2020. Non, c'est 2023. Non, c'est 2023. C'est 2023. On est en mars 2023. Hein, c'est même. Catherine 2022. Je dis la date parce que c'est important. Donc il faudra faire un test PCR payant, évidemment. Payant. Ouais, à chaque fois. On perd jamais le nord ici. Et un test PCR payant tous les jours pour pouvoir voir notre fille qui est 1 heure par jour, qui est dans les soins intensifs.
Et donc, on y va 1 heure par jour, tous les jours, pendant les 3 semaines qui suivront. Donc, on se lève tôt le matin et on fait la journée de travail, par exemple, de 3 heures à 6 heures du matin. Catherine se réveille, on s'en occupe. La nounou arrive, Mémé arrive. Et nous, on part, je crois que c'est entre 11 heures et midi que ça ouvre. Donc, on part à 9h30 Pour pas avoir les bouchons. pour pouvoir avoir pas les bouchons, pouvoir Passer le faire le test. test PCR, parce que le test PCR Il n'est fallait pas qu'ils... prévu, en fait, n'est pas pré... En fait, ils n'ont pas une organisation. C'est comme si que vous fassiez un test sanguin, ou enfin, en gros, il y a un lab, C'est un c'est labo. une salle en fait de laboratoire, mais ils prennent comme ça les tests PCR, les gens qui doivent faire des tests PCR, mais un peu entre deux patients, entre deux rendez-vous. Donc vous pouvez pas prendre rendez-vous. Donc en gros, ça veut dire que on ne sait jamais quand on va être pris, donc on est obligé de venir 2 heures avant Pour les être 11 sûr heures pour être d'avoir sûr le d'être à temps. l'heure pour pouvoir voir pour pouvoir voir Elisabeth. Déjà, vous voyez l'ambiance. Et en fait, quand on y est, on peut pas la toucher. On peut pas On n'a pas le droit de Jaënel la l'aura toucher. eu une fois dans les bras parce qu'il y a une infirmière qui a été à un moment qui a eu peut-être une révélation et qui s'est rendu compte que peut-être ça pourrait. Voilà. Et en fait, en gros, 5 minutes, on l'a eu. voilà, et le médecin vient vous voir, il vient voir tous les parents et il vous dit voilà, ben en gros, Ça va, ça c'est va, stable. c'est stable. Voilà. Et il vous dit ça pendant 3 semaines, c'est stable. Et donc voilà, en gros, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et il faut savoir que dans cette ambiance-là, en gros, les infirmières nous regardaient un peu en mode mais ils sont fous, ces Français, ils ont des émotions. C'est incroyable. Ils sont tristes. Hein. C'est incompréhensible. En fait, il y avait 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire, en fait, On sentait qu'ils comprenaient pas. on sentait qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire, à la limite, mais pourquoi vous venez, tu vois, presque. Mm. Et Moi, en les infirmières, quand je venais, que j'étais du coup les 3 jours là, de carence où on doit rester à l'hôpital sur surveillance après la césarienne, elles me disaient mais pourquoi vous vous déplacez, reposez-vous. Non, en fait, t'as pas compris. Moi, l'objectif, voilà. moi j'étais en mode target sur Elisabeth, c'était que elle, que elle, que elle, que elle. L'unité intensive, elle ouvre 2 fois par jour pour les mères. C'est le matin et le soir. Je peux te dire que j'y étais tapante, j'y étais tout le temps devant la porte. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est bon, le soir aussi. Et en gros, pour conclure sur la question roumaine, hein, la question de la Roumanie, c'est les 2 principaux problèmes qu'on voit, c'est voilà, la violence ou le manque d'empathie, le manque, je sais pas, de chaleur dans les Parce que les relations soins sont faits. Voilà. Les soins sont très bien faits. Mais par contre, voilà, les soins sont bien faits, il n'y a pas de vol, comme on a expliqué, il n'y a pas de violence, c'est facile de louer, il y a plein d'avantages aussi. Là, c'est pas que on dit beaucoup de négatifs, mais c'est vrai que c'est ce qui nous... C'est moi ce qui m'a le plus choqué, c'est la gestion de la Ouais. prématurité, parce Ouais. qu'en plus j'avais le comparatif Oui. de la France, Ouais. où les parents ils peuvent rester toute la journée, ils peuvent nourrir le bébé, faire les soins, mais ici, mais c'est inimaginable. Ouais. C'est inimaginable. Jamais on a donné un bain à Elisabeth en unité intensive, jamais on ne lui a donné un biberon. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Mais je pense qu'il y a quand même un côté culturel parce que alors, les choses ont évolué entre temps, mais Céline Alvarez, dans Les lois naturelles de l'enfant, qui est un très bon livre, parle en introduction en gros, de l'importance de l'amour dans les relations interpersonnelles, et notamment que l'amour que tu donnes à ton enfant participe à la croissance de son cerveau, etc. Et elle cite un cas d'école en fait que tous les pédagogues connaissent, qui sont les orphelins. J'en avais déjà parlé, mais je le dis pour les triconotes, les orphelins de Bucarest. C'est en fait les orphelins de Bucarest, c'est la preuve par le fait que en fait l'amour n'est pas quelque chose de théorique en mode comme un film, etc., une romance, mais est une vraie ressource naturelle qui participe favorise, et qui est nécessaire à la croissance du cerveau. Pourquoi? Parce que sous Ceausescu, donc qui était le chef de le président de la Roumanie, on C'était va dire. président, hein, c'est ça? Oui, je pense, oui. Bon, enfin, c'était un peu autocratique, mais Ouais. bon, c'était un régime un peu Bah, autoritaire qu'importe, qui était sous Ceausescu. Il y avait des orphelinats à Bucarest. Et ces orphelinats, en fait, les enfants recevaient les soins nécessaires, les soins, la nourriture, la nourri, chambre, logé, etc. blanchi. Mais ils avaient aucune affection. On leur donnait aucune affection. Et en fait, ce qu'on a observé quand Ceausescu a été démis de ses fonctions, de manière assez radicale, on va dire, Je sais pas si et c'est le ces terme que orphelinats j'aurais ont utilisé. fermé. Et on a mis ces orphelins, on a placé ces orphelins dans les familles. Et on s'est rendu compte en fait que on a fait des IRM de leur cerveau.
Et on s'est rendu compte que alors je ne sais plus exactement les âges, mais en gros, des enfants de 4 ans avaient des cerveaux d'enfants de 2 ans, en fait, en termes de développement, parce qu'ils n'avaient pas reçu D'amour. d'amour et d'affection, en fait, de la part du personnel soignant. Hein. Mm. Et donc, c'est un cas d'école, en fait. Et je trouve que c'est très symbolique. Voilà. Oui, moi, Et donc, voilà. en gros, quand on nous pose la question, est-ce que vous allez rester en Roumanie? On reçoit pas mal de mails. Souvent, on reçoit beaucoup de mails sur la Roumanie de la part des triconautes. Parce que voilà, ben, la réponse c'est un peu celle-là, c'est aujourd'hui, il y a des trucs super, comme on l'a expliqué, mais il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Et moi, j'ai vraiment du mal, personnellement, et toi aussi, je crois, on a vraiment du mal avec la violence dans les pas la violence, mais c'est pas le bon mot, mais c'est la froideur. La froideur dans les relations. Et quand même la violence, tu vois, la violence moi, dans le mépris. Moi, je dirais la froideur, parce que c'est même pas la froideur, parce qu'en fait, par exemple, quand on est allé en Russie, c'était froid. Oui. Il y a eu, en fait, on a eu quelques interactions avec des Russes pour demander du chemin. Je sais pas. Mais tu peux pas comparer. On était des touristes. On peut pas comparer parce qu'on était des touristes, mais juste en tant que touriste, tu ressentais. Oui, mais c'est pas comparable. Pour moi. C'est vrai. Quand tu y vis, c'est des situations, c'est pas la même chose. Ben, en tout cas, si je reste vraiment sur la Roumanie, je trouve qu'ici il y a un côté. Moi, je sais pas trop si je dirais violence, mais je dirais un certain manque d'empathie. À Bucarest. Voilà. Parce qu'on peut pas parler du reste. Voilà, on va dire à Bucarest, je trouve qu'il y a tendance à un certain manque d'empathie. Voilà. C'est dur parce que là, par exemple, pour la gestion de la prématurité d'Elisabeth, c'était particulièrement difficile, mais aussi ça soulève d'autres questions sur d'autres problèmes, par exemple les nounous, et la gestion des enfants, etc. Voilà, moi, c'est peut-être aujourd'hui les éléments qui me gênent le plus. Je sais que je suis bien soignée, mais je sais que si j'ai besoin d'être rassurée, c'est pas là, quoi. C'est pas ici que ça le sera. Voilà. Bah, écoute, on a été très dense sur la question. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Faut les poser en On y commentaire. répondra et je pense qu'on en fera d'autres petits. Je crois qu'on n'avait jamais raconté cette histoire. Non, je crois pas, mais c'est vrai qu'on parle assez peu. En fait ce qui est bizarre, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on parle. En fait, on parle. On est assez secret, en fait. Hein. Ben, un peu, en fait. C'est-à-dire, on parle pas tant Enfin, c'est difficile parce que c'est une forme. Enfin, moi, je sais pas, en fait. C'est aussi ça, un peu pour ça qu'on a fait le podcast sur une autre chaîne, je pense. Parce que, tu vois, on n'avait pas envie de mélanger la chaîne principale et la chaîne du podcast parce que. Pour moi, si tu regardes le podcast, c'est vraiment que tu as envie de le... Enfin, il faut le trouver, en fait. Oui, c'est vraiment que tu as envie de le trouver. C'est que tu as envie de l'écouter. Si tu n'as pas envie de l'écouter, tu as la chaîne principale et tu n'as pas ce genre de contenu. Et c'est pour ça qu'on peut parler dans le podcast de ce genre de contenu, de notre vie privée, qui influence aussi... notre façon de faire. Hein, parce que, par exemple, pendant la période avec Elisabeth, on a... Matou et moi, je pense qu'on n'a jamais autant travaillé. En ce moment, ça on travaille beaucoup, mais je veux dire, cette période-là, en fait, moi, je me fonçais dans le travail parce qu'il fallait que je pense à autre chose. Oui, parce que c'était... oui, voilà, c'est un soin. En fait, c'est un dérivatif. Hein, pour pas penser complètement dérivatif, oui. Mais bon, aujourd'hui, on va terminer positive. Elle va bien. Elle a super forme. Elle est heureuse. C'est une petite fille rayonnante. Donc, tout va bien. Voilà. On va pas être dans les larmes. Ah non, pas du tout. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà, on a fait le... Et elle mange super bien. Ça s'est bien terminé. Voilà. Oui, ça s'est très bien terminé. Jacquard ? Jacquard. Alors, le mois prochain, on sort un modèle de Jacquard qu'on ne va pas présenter maintenant, mais on va vous faire une petite introduction pour présenter la diversité du Jacquard qu'on a pu produire dans le travail de JNL tout au long des années. Alors. Et que la guilde a pu produire aussi. Parce que beaucoup de modèles, voire tous les modèles ont été tricotés par la guilde. Tous les modèles ont été tricotés par la guilde. Toi, tu avais fait les Jacquards de Jacquard Enchanté, mais on les a pas. On les a pas. Mais par contre, voilà. Ah, mais j'avais pas pensé, mais il y a celui-là aussi en Jacquard. Ah ben voilà. Bon, alors, par quoi je commence ? T'as un préf ? Ah oui. Lequel ? Lui ? Moi, j'aime beaucoup Alexandra, mais parce qu'il est bleu. Alors, on va commencer par Alexandra. Alexandra, c'est un pull type Fairail. C'est inspiré aussi du Jacquard islandais. C'est pas vraiment les vraies couleurs naturelles de l'islandais. Sur l'islandais, on est plus sur du Emma qui est vraiment traditionnel. En plus, il y a le stick, etc.
Donc Emma, tu le montreras après. On va dire que Alexandra, c'est une version moderne de l'islandais. D'accord. On peut trouver ça par exemple, dans certaines boutiques en version plus moderne. Alors, il a été tricoté par Claire. Il a été tricoté par Claire. Le côté ferraille se trouve surtout sur l'empiècement. Ici, avec les motifs qui sont plutôt petits. Pas plus de 2 couleurs par rang. Ça, c'est une des règles du ferraille. Pas plus de 2 couleurs par rang. Des motifs qui restent petits pour pouvoir faire des fils flottants qui sont restreints. Je vais montrer l'envers parce que en jacquard, si tu montres pas l'envers, tu montres pas vraiment le travail. Donc en plus, tu avais fait un mail à ce propos sur l'envers et l'endroit, mais je crois que tu en as déjà parlé sur le fait de montrer les bons côtés, les mauvais côtés. C'est vrai que dans la vie, c'est dur d'avoir un envers qui est propre. Un envers qui est propre. Parce que souvent, on met en avant son côté public, mais on a tendance à cacher. Et dans l'envers, on cache tous les trucs qu'on veut pas traiter. La poussière sur le tapis. Ouais. Le but étant à la fin de ta vie que ton envers soit aussi propre que ton endroit. Donc ça, c'est l'envers du pull Alexandra. Comme vous voyez, elle a respecté aussi une belle dominance des couleurs, c'est-à-dire qu'on a une logique dans la façon dont le fil a été tenu. Donc vraiment, c'est une très belle réalisation, c'est un très beau travail. La dominance des couleurs, ça permet de faire ressortir par exemple certains motifs qui sont plus petits. Donc de jouer avec et de se mettre en exergue certains motifs. Là par exemple, ce qu'il fallait mettre en exergue, c'était le motif blanc. Si on veut avoir quelque chose qui est un peu plus chunky sur le motif, on va utiliser le dominante blanc sur le motif Alexandra. Ça veut dire quoi, chunky sur le motif ? C'est un peu plus visible, un peu plus gros, un peu plus dans ce sens-là. Le chunky, c'est un type de laine, mais dans ce sens-là, c'était plus pour dire que ça soit plus visible. Si on veut qu'un motif soit plus visible, on va utiliser la dominante dans ce couleur de fil. Si on veut que le fil soit plus formé, plus dentelé, là, on utilisera la dominante de fil inverse pour pouvoir faire, en fait, pour atténuer le motif qui ressort et en fait lui donner un aspect un peu plus ouvragé, dentelé. Je crois que vous avez eu une discussion avec Claire sur le motif en bas du pull, il me semble. Oui, alors je vais le montrer. Alors c'était quoi la discussion que vous aviez eue et l'échange Elle hésitait en fait sur le rendu que ça allait avoir. Je crois qu'elle avait peur que ça rende pas très bien, tout simplement. C'est vraiment un travail collaboratif maintenant, les Ah, mais c'est toujours avec les guildettes, c'est toujours un travail collaboratif. Enfin, en tout cas, c'est les échanges que je préfère parce que justement, on peut. Quand par exemple la guildette me dit ouais, t'es sûr là que ça rend bien, ça m'oblige à réfléchir, à dire oui, c'est bon, on y va, ou ouais, non, t'as raison, c'est nul, et on va aller sur autre chose. Par exemple, là, c'était le motif, là en bas, là. Elle disait, je suis pas sûre que ça ressorte super bien, je sais pas trop ce que ça peut donner. Et moi, je voyais dans ma tête ce que ça allait donner. J'ai dit, si, vas-y, fais-moi confiance, go. Et ça, c'est typique ou absolument pas? Non, c'est côté moderne. Comment tu l'as imaginé, ce motif en bas? Comment je l'ai imaginé? Que tu veux dire comment j'ai eu l'idée? Oui. En fait, je voulais quelque chose en fait qui vraiment juste se fonde un petit peu plus, D'accord. pas que ça soit blocos. Et je voulais vraiment quelque chose qui fasse un peu plus fondu. D'où les insertions. De bleu verticales qui viennent faire un effet. C'est pas fondu, comme toi tu peux imaginer par exemple en web design. Mais l'idée c'est de dire voilà, on est sur il y a une sorte de transition. Oui, c'est pas un dégradé, c'est juste que tu as imbriqué deux couleurs. Deux couleurs, et le motif c'était vraiment de faire quelque chose qui donne l'impression que les côtes remontent dans le motif, voilà, et créer une transition qui soit plus douce entre la bordure de pull et les côtes, et pas avoir juste un bloc blanc qui s'arrête en plein milieu. Voilà, c'était vraiment ça l'idée, pour pas avoir le côté blocos. Donc ça, c'est Alexandra. Moi, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien aussi son côté col double, qui lui donne un côté cocoon supplémentaire. T'aimes bien le col double? Moi, j'aime bien le col double. J'aime bien le travailler, je trouve ça sympa. Et ça rend en général assez bien sur les pulls. Voilà, donc ça, c'est pour Alexandra. Il n'y a pas de motif sur les manches, donc c'est pour ça que je n'ai pas abordé plus que ça. Le motif principal étant l'empiècement et en bas de pull, le petit rappel de couleur. Donc ça, c'est pour Alexandra. Ensuite, autre modèle. Tiens, on va faire la suite avec le côté plus traditionnel de Emma, du coup, qui est un vrai pull islandais. Côté par Claire aussi. Côté par Claire aussi.
Claire, je l'aime beaucoup sur les jacquards. Bah, tu as des personnalités. Sarah aime assez peu le jacquard, par exemple. Elle aimait Donc, assez peu le on lui en jacquard. a donné un et on n'en a pas On redonné n'en a parce que pas du coup, le redonné. but, c'est quand même que les guildettes prennent du plaisir sur les tricots, sinon c'est pas... Enfin, c'est dommage. On Quoi. essaie de faire en sorte, en tout cas, Il faut essayer de combiner travail et plaisir. Hein. Oui, voilà. On essaie vraiment de faire en sorte de suivre les goûts aussi des guildettes pour que ça reste un plaisir à elles de faire les tricots. Mais le secret, je trouve que le secret dans la délégation, alors, c'est un peu dit comme ça. J'en profite pour boutonner, Ouais. du coup. On dirait que c'est magique. C'est un peu on dirait des paroles en l'air un petit peu quand je dis ça, mais ça l'est pas. C'est parce que ça se réfléchit après derrière en termes de structure. Mais le secret dans la délégation, c'est de confier des projets à des personnes, des projets qui correspondent aux personnes et que ces personnes-là croissent. Enfin, en gros, et une croissance dans le projet en fait. Que le projet que tu leur confies leur apporte quelque chose dans leur parcours personnel. Alors oui, un modèle, c'est qu'un modèle, on peut dire ça, mais ça, je pense que tu vois, c'est modèle par modèle, ça fait un chemin de petit à petit, voilà. Alors que si tu donnes des projets à une personne tu vois, par exemple, Mémé, il y a des trucs qu'il adore faire et des trucs qu'il aime moins faire, et le temps que ça a pris, Mémé c'est Gros Minou, hein. Le temps que ça a pris à Gros Minou de trouver ce qu'il aime faire aussi chez les triconautes, ça a pris du temps et aujourd'hui il est beaucoup plus heureux parce qu'il fait il fait beaucoup plus de choses qu'il aime et du coup il bosse beaucoup mieux. C'est plus On agréable. essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde, comme on disait en fait en tout début, prenne son pied en fait dans les choses qu'il a à faire. Parfois évidemment on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas. Mais en général on essaie de faire en sorte que. Alors lui c'est Emma, il fait partie de la formation Mon Gilet à la carte. C'est un stick, donc c'est un vrai stick de stick avec un vrai... l'idée c'était vraiment... J'ai essayé là pour celui-là de vraiment me remémorer les gilets islandais, parce que là c'est vraiment pull islandais, lopapesa, etc. Type islandais, donc avec les motifs très terreux, avec des coloris très terreux, très organiques, avec ce marron par exemple qui est typique de l'Islande. Ce marron, c'est le marron que tu vois au pied des volcans, par exemple. Notamment dans le sud. Dans certains cratères aussi, tu le trouves. Donc c'est vraiment des vraies couleurs d'Islande. On dit souvent la lopi, etc. C'est la laine à utiliser pour les ferrailles. C'est pas vraiment pour les ferrailles, c'est plus pour les pulls islandais ou les gilets islandais, parce que c'est vraiment, pour le coup, ça respecte vraiment les coloris du pays. Tu mettrais une palette à côté des laines lopi, enfin des laines lopi, c'est exactement ça. À la base, je devais porter celui-là pour ce podcast, mais il est trop chaud. Donc, il est beaucoup trop chaud. C'est un des éléments qui fait que j'en tricote pas tant que ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un pays qui fait qu'on ait besoin de porter ce type de gilet tout le temps. Et c'est pour ça aussi que je dis, quand vous tricotez des lopapesa ou des tricots ferraille et qu'on vous dit utilisez la laine lopi, réfléchissez bien aussi à l'endroit où vous vous situez, parce qu'en fait, la laine lopi, elle est très chaude. J'ai monté une vidéo de toi qui parle de ça. De la laine lopi ? Non, qui parle en gros, de choisir le fil qui correspond à là où tu vis et au climat, etc. Et que si tu ramènes de la laine de voyage, bon, je vais pas dévoiler toute la vidéo, mais en gros, voilà, et ça me fait. Mais voilà, c'est exactement ça l'idée. C'est en fait, si tu ramènes de la laine de voyage, par exemple d'Islande, attends-toi quand même à pas le porter tous les 4 matins, parce que tu le porteras en Islande, ton pull, mais il est peu probable que tu le portes ailleurs, parce qu'en fait, en Islande, c'est excellent pour sortir. Je vous dis, on se caille, notamment là, on commence à rentrer dans les mois froids. Moi, j'y suis allée, c'était novembre, on n'était pas encore dans l'hiver, c'était début novembre, on n'était pas encore tout à fait dans l'hiver, il faisait déjà bien froid. Et vraiment, c'est une laine qui est très chaude, on dirait pas comme ça, c'est vraiment une laine qui est très chaude, qui est épaisse, qui vous protégera de la pluie, du vent, de la neige, parce qu'elle a ce côté caractéristique des moutons islandais qui fait qu'ils sont tout le temps à l'extérieur. C'est complètement hydrophobe, donc c'est-à-dire l'eau elle coule dessus. Vous mettez des gouttes d'eau sur un lait lopi, ça coule, c'est une gouttière le truc, c'est fascinant. Donc du coup là pour celui-là l'objectif c'était de travailler le stick pour ce pull là.
Enfin, pull, gilet. Oui. Mais du coup, au début, c'était un pull. À la base, c'était un pull, mais voilà. Super chaud. Caractéristiques, l'utilisation de l'Etlopi. Motifs, qui sont des motifs caractéristiques des pulls islandais Lopapesa, avec des choses qui sont assez géométriques, en croisement entre la rune un peu et certains symboles géométriques comme le losange, etc. C'est Pas intéressant. pas le côté norvégien, attention. Pas d'étoile norvégienne, je parle bien ici de symboles islandais. Là, ici, on a l'intérieur du pull. Voilà, l'intérieur du gilet. Très joli aussi. C'est intéressant aussi les boutons, comme vous les avez accordés, Claire et toi. Je crois qu'il y a eu une discussion aussi un petit Oui, peu sur les parce qu'en boutons. fait, je voulais des boutons en corne. Mhm. Je voulais vraiment un côté traditionnel sur ce gilet. Et j'ai dit à Claire, voilà, normalement, je commande chez Madeleine. J'ai pas trouvé les boutons en corne que je voulais. Si tu arrives à en trouver dans une mercerie, prends-les et je te rembourserai la différence. Voilà. Et elle a trouvé ces boutons-là. Elle m'avait proposé plusieurs boutons et je me souviens avoir choisi ceux-là. Parce que en fait, je trouvais qu'ils s'accordaient super bien au pull. Et en plus, déjà, il y a un autre truc, c'est quand vous choisissez des boutons, quand vous avez une laine épaisse, prenez des gros boutons. Parce qu'en fait, il faut adapter la taille des boutons au poids de fil que l'on utilise. Si on utilise un fil fingering, il aurait fallu partir sur des boutons beaucoup plus petits. Mais là, clairement, on était sur une laine épaisse et il fallait des gros boutons. Ce que je trouve intéressant, c'est donc ce gilet dans mon gilet la carte et l'autre gilet qui est aussi tricoté par Claire que tu portes, qui s'appelle Élise, il me semble, est aussi dans mon gilet la carte. Et en fait, ce que j'avais bien aimé dans cette formation, c'est vraiment que tu as exploré les deux voies du gilet, qui est le gilet un peu, j'allais dire rugueux, mais tu vois, le gilet brut, Oui. brut, et le gilet subtil et fin. Oui. Et tu as les deux, ou élégant. Brut et élégant. Et en fait, tu as vraiment ces deux mondes. En fait, on aurait fait une bande-annonce pour la formation. Tu aurais vraiment eu ces deux univers dans la bande-annonce en termes de paysage, par exemple. Là, il aurait fallu aller dans un endroit qui pleut. Un endroit où il pleut. Un endroit où il pleut, avec un petit sac à dos sur le dos. Ouais. Et comme si j'étais en Islande, par exemple. En Islande, voilà. Ouais, carrément, oui. Alors que l'autre, beaucoup plus... Faudra y aller en Islande quand même, avec toi et les filles. J'aimerais bien aller au Japon aussi. Je t'avoue, je suis quand même curieux. J'ai pas bâché, mais j'ai soulevé des interrogations sur le Japon, mais par curiosité, j'aimerais y aller. Kyoto, c'est magnifique. Et j'aimerais bien aller en Suisse aussi, parce que je suis jamais allé en Suisse. Et ça paraît pas exotique dit comme ça, mais moi je veux voir les cascades de chocolat et les chaudrons d'or de la Suisse, voilà quoi. Je veux voir ça. Non, sincèrement, les chaudrons d'or. C'est le type de pays qui me. T'es pas attiré par les pays nordiques? Si, bien sûr que si, évidemment que si. Mais je me méfie. En fait, c'est pas que je me méfie, mais c'est que quand on vante beaucoup un pays, j'ai toujours tendance à avoir des réserves par réflexe, parce que parfois je pense que ce que les gens communiquent, c'est plus le stéréotype du pays, l'archétype du pays, que la réalité du pays lui-même. Et donc on répète des choses, mais on n'en sait rien en fait, en réalité. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu une forme je demande à voir, voilà. Moi, il y a un endroit aux États-Unis que j'aurais aimé voir, mais précis, très précis, genre sur une carte des États-Unis. Bon, il y a le Canada, tout ça, parce que j'ai pas trop vu. Étrangement, tout ce qui est côte, etc., ça m'intéresse pas trop, parce que je suis pas très plage. Mais par contre, moi, un endroit qui m'intéresserait serait l'Alaska. Ah, oh. Genre, oui, pour le froid, là, tu y vas. Hein. Oui, bah... Pour le froid, oui, je sais, c'est dur. Excusez-moi, ça venait du cœur. Oui, bah non. Bon, bah ailleurs, hein. Par contre, moi, je voulais faire une parenthèse. C'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Quand tu parlais du fait d'adapter la laine à l'endroit où on vit, oui. Tu fais que je t'ai dit que tu l'avais tourné en vidéo. Je t'avoue que je suis beaucoup plus en accord avec le contenu qu'on produit depuis plusieurs mois que par rapport à ce qu'on faisait à une époque, mais je savais pas vraiment pourquoi. Je me posais la question pourquoi je prenais plus de plaisir maintenant qu'il y a quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, justement, quand tu as dit ça, ça me l'a rappelé. C'est qu'à une époque, quand on faisait du contenu, on segmentait beaucoup plus ce qu'on faisait de peur de se répéter. C'est-à-dire que si on le disait à un endroit, on ne le disait pas à un autre. Oui.
Et en fait, je trouve qu'on a beaucoup, on est beaucoup revenu là-dessus, Mm. dans le sens où, en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est comme on produit le contenu en même temps, tu retrouves la même information à plusieurs endroits, à un moment clé, en fait. Et tu peux voir quelles sont nos lubies du moment, parce que tu les vois sous plusieurs angles, dans les vidéos, dans le podcast. Là, on est en train de faire des shorts. Oui. Donc, Refaire tu tentative peux de le voir dans les short. formations, dans le club. Et en fait, tu vois les lubies qu'on a au fur et à mesure. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais Oui, je c'est... vois, oui. Comme des Oui, passages. et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que ça offre... Si tu consommes tous les contenus du moment, en fait, tu peux avoir un regard à 360 degrés en tant que spectateur du sujet, en fait. En tout cas, parce qu'on a plusieurs... Tu vois ce que je veux dire, Des éléments, ouais, plusieurs éclairages différents d'un même sujet. Oui, C'est ça ce que c'est tu voulais dire. exactement ça, voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel, hein, je trouve. Mm. Et plus, en tout cas, je trouve ça plus agréable à faire. Mais moi, en tout cas, je me prends plus de plaisir à faire les vidéos face cam aujourd'hui comme c'est. Face caméra, oui. Face caméra, pardon, qu'avant. Qu'avant, Voilà. ouais. Je prends plus de Déjà, il y avait plaisir à ça. beaucoup plus de tutos avant. Oui. Il y a un moment, ça devient aussi un peu redondant. Ouais. Tu en as fait Bah, beaucoup, on beaucoup, en a fait beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, Donc, beaucoup, beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. je crois qu'ils sont pas tous montés. Hein. Non, non, ils sont tous montés, mais ils sont pas tous sortis. Ah bah voilà. Il faut qu'on s'en occupe. On- Trop de travail. Il y a une armée pour emballer tout ce que tu produis. Hein. Une armée. Donc voilà, ça c'est notre petit jacquard islandais. Vous s'y fiez pas, ça gratouille, mais en fait, ce qui est excellent avec ça c'est rustique, mais ce qui est excellent avec les Lopapesa et les laines Lopi, c'est qu'en fait, ça s'adoucit avec le temps. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, plus c'est vieux, plus c'est bon. C'est vraiment, il y a des pulls, des gilets que j'ai touchés en Islande, qui étaient de plusieurs dizaines d'années, qui étaient incroyablement doux. Qu'est-ce qu'ils étaient doux! Parce qu'en fait, ils avaient feutré naturellement, en fait, et ils étaient devenus incroyablement doux. Même là, tu vois, il a pris, je pense que lui, il a dû prendre un bain, je crois, depuis que je l'ai. Un seul bain, parce que c'est de la laine naturelle, et après le reste, c'est dehors et ça s'aère. Et ça s'est beaucoup adouci déjà entre le moment où c'est tricoté et le moment où c'est en pull ou gilet. Donc si tu n'as jamais testé la Lopi ou la Lopi, je te conseille de la tester quand même, parce que te fais pas avoir sur le côté oui, mais ça a l'air un peu rustique comme laine, ça va gratouiller. Te laisse pas avoir sur ça, tente le coup, parce que vraiment moi je pense que c'est en tout cas une laine à tester clairement pour savoir qu'est-ce que c'est. Okay. Ensuite, suivant. il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. C'est surtout que j'ai la tchatch. Tu n'as pas mis le bonnet Rositude. Rostude. Oh, digre. Eh oui. J'y ai pas pensé. Eh oui. Mais tu as pensé qu'aux grosses pièces, c'est pour ça. J'ai pensé qu'aux grosses pièces, oui. Ouais. Bon, c'est pas grave. Flûte. C'est pas grave. Tu pourras en parler si tu veux et on le montrera en image. On mettra en photo. Oui, il n'y a pas... Alors lui, c'est un Cetasdal. Voilà, c'était Anne-Marie... Non, Anne-Catherine est tricotée par Sarah. Et c'est le seul, je crois, que Sarah a fait en jacquard, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce et que ça a c'est été, le seul pull, oui. le seul pull à col camionneur, du coup, qui existe dans la collection. Oui. Moi, là, je me suis inspirée des motifs Cetasdal en prenant quelques éléments de base, notamment le petit motif de poux, là, qui est tout petit, qui est classique du Cetasdal. Les rayures pleines qui sont aussi classiques des Cetasdal, les losanges qui sont classiques des Cetasdal, divers et variés. Les vrais Cetasdal ont plutôt tendance à être bleu foncé et blanc. Alors ça a été tricoté en bleu foncé et blanc. Je vais être honnête, je sais plus si c'est Lina ou Alette qui l'a fait. Je sais plus. Je sais plus. Mais il a été fait en... Il est très beau en bleu et blanc. Très beau, très beau. Il rend très bien. Très beau en bleu. Très beau bleu. Très beau bleu. Bleu. J'aime beaucoup le bleu, je te l'ai dit. Je sais pas, tu t'as dit en bleu. Bleu? Oui. Blue. Donc très beau spécimen, j'ai envie de dire. Je suis passée sur des manches montées. Alors il y a une subtilité, c'est que tu as adapté les manches. Alors on avait adapté les manches parce qu'en fait à la base je voulais que le motif... Non, c'est pas j'ai adapté les manches. J'ai adapté en fait à la base je voulais que le motif se suive sur les manches et le corps.
Et en fait, avec les manches montées, ça passait pas. En fait, le motif dépassait trop, donc ça allait pas. Donc en fait, ce qu'on a fait avec Sarah, c'est qu'on a placé le motif plutôt en fin d'emmanchure, c'est-à-dire après l'aisselle là. On a fait démarrer le motif à ce moment-là. Et en fait, c'était le plus simple parce qu'en fait, sinon, il aurait fallu, modifier le motif et même l'ajuster pour que ça soit pile poil dedans, qu'en fait, il y ait une continuité entre là et là. Donc en fait, c'était plus facile de proposer un motif qui démarre un petit peu plus loin, de laisser toute la part de manche montée travailler normalement, puis après placer le motif de cette esdale ici qui est le même que le corps, mais juste le déplacer un petit peu et accepter que ça soit pas dans la continuité pure, comme c'est le cas par exemple du pull Bénédicte avec les rayures, où les rayures là par contre se suivent du bras à l'autre, du corps à l'autre, et ça se suit parfaitement. Là du coup c'était pas possible, donc ça c'était une adaptation. Le truc le plus caractéristique de cette esdale, c'est surtout le motif de poux et le côté en fait où parfois il y avait cette couleur bleue. De poux, ça s'écrit comment? Poux, P-O-U, comme poux, les poux. Parce qu'en fait, l'histoire dit que c'est en fait vraiment un poux qui s'est posé sur un pull, une grand-mère l'a écrasé et ça a laissé une tache, et en fait, elle a fait d'autres motifs à côté pour cacher la tache et c'est devenu le motif de poux. Ok. Donc, c'est... Tada. Donc voilà, donc ça c'est un petit set esdale. J'aime bien le col camionneur, quand même. Il a eu sa période, le col camionneur, l'an dernier. Et là, ça y est, c'est passé. Ça s'en va et Bah, ça revient. La mode passe, le style reste. Exactement. Ensuite, alors celui-là, c'est un jacquard, du coup, ferraille. Et non, c'est pas un jacquard ferraille. Ah, c'était l'erreur. Qu'est-ce que tu m'emballes? Je suis désolé, mais c'est une qualité. Hein. C'était pas gentil. Non, ton ton de voix. Attention, je vais te voler. Je suis très très méchant. Non, je sais pas, arrête de chier pas. Ton ton de voix, il a directement changé. Non, c'est. En gros, c'est quoi? T'as glissé de la mosaïque? Alors, j'ai glissé de la mosaïque parce que quand Claire l'a tricoté, elle me disait, Jaënel, il y a tout le monde qui me dit que c'est du jacquard. Tout le monde pense que c'est du jacquard et moi, je suis ravie de leur dire que c'est de la mosaïque et que non, c'est faux, ce n'est pas du jacquard. C'est quoi la différence entre les deux? À part que ce sont deux techniques complètement différentes. Ce sont des mailles glissées. La mosaïque, c'est de la maille glissée. Les jacquards, c'est des mailles tricotées. Il n'y a aucune maille glissée. Donc la plus grosse différence entre la mosaïque et le jacquard, c'est que la mosaïque, c'est des mailles glissées et le jacquard, c'est des mailles Donc ça donne quoi sur l'envers? Sur l'envers, Est-ce ça que c'est ressemble. dégueulasse? Et non, ça y ressemble, c'est pour ça que ça y ressemble. D'accord. C'est pour ça que ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais non. Ouais. Moi, je peux te dire que c'est de la mosaïque. Je le vois parce que les fils, ils sont un petit peu plus longs. Et ils se posent aussi de manière différente. Bref, ça ne se pose pas de la même façon. Ça se voit que c'est de la mosaïque aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Il faut l'œil aguerri pour ça. Mais généralement aussi, ça se voit avec les motifs qui sont utilisés aussi. Il y a beaucoup de triconautes qui complexent quand elles ont un motif, on va dire qui ont balcon fleuri, comme tu dirais, c'est très bien dit, qui complexent quand le motif est un peu trop haut et qu'il est sur le balcon fleuri. Là, c'est le cas. Il est entre les deux, entre le ventre et entre le... il est sur la poitrine. Sur la poitrine, d'accord. Mais si ça gêne le ou la triconaute, que ce soit là, il peut le baisser, il peut le mettre en bas, il peut le mettre juste sur les manches aussi, s'il a envie. Il ou elle a envie. Comment? Il peut ne pas le mettre aussi. Il peut ne pas le mettre. Donc, c'est personnalisable. Moi, je l'ai refait, forcément je les ai tous refaits, mais quand j'ai refondu ce modèle, j'ai regardé les tailles. Il dit quoi? J'ai complètement bugué parce que en fait les systèmes de taille n'est pas le même par rapport au motif. Non, c'est à cause du motif que c'est pas le même, et j'ai eu une longue discussion avec la tech éditrice à ce sujet. Ça a été de très lourdes tractations. L'arbitrage, c'était quoi parce qu'en gros, vous avez opté pour la stratégie pour laquelle vous avez opté, c'est de changer le système de taille. Donc on est sur des systèmes de taille XS, S, M, L jusqu'à XXL, je crois, triple XL. Donc
Ça, c'est le système traditionnel qu'on utilise dans quasiment tous les modèles. Mhm. Et vous avez opté pour un système en gros variable qui est de S à M, de L à XL. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc en gros, il y a 3 tailles, mais qui sont variables. Oui, c'est ça. En fait, au moment où tu as une aisance qui va être plus ou moins importante en fonction de la taille, plus c'est petit, plus il y a d'aisance, moins c'est petit, moins il y a d'aisance. Et pourquoi en gros, c'était quoi ou quoi? Voilà. En fait, il y avait plus, je crois qu'il y avait encore d'autres soucis, mais en gros, c'est le motif principal qui est ce motif de chevron est extraordinairement large. Il est très beau, mais il est très large. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait difficilement le diviser en deux. Donc en fait, il fallait accepter soit que le motif soit tronqué, et c'est-à-dire le cacher du coup quelque part sur les côtés. Et en fait, là, il n'y aurait pas eu une continuité parfaite sur le pull. C'est-à-dire que sur les côtés, par exemple, il y aurait eu une légère démarcation. Donc du coup, le motif aurait été tronqué, potentiellement abîmé, donc il n'y aurait pas eu une symétrie parfaite sur tout le pull. La fameuse symétrie parfaite. Dans un monde imparfait. Et l'autre truc, c'était du coup, soit on garde le motif, mais on accepte qu'il y ait pour certaines tailles plus ou moins d'aisance, c'est-à-dire pour les tailles les plus petites, il y aura un peu plus d'aisance, pour les tailles les plus grandes, il y aura un peu moins d'aisance. En sachant qu'on avait quand même le côté ouf, un petit peu plus confort du raglan, qui nous donne un peu plus de marge par rapport à d'autres types d'emmanchures, comme le manche monté par exemple, qui demande un certain type très précis d'aisance pour pas que ça soit trop large. Pour le coup, l'emmanchure montée ne peut pas être trop large, ne peut pas être en général oversize. Ça va être plus de l'ordre de 20%, on va dire, pour avoir en fait quelque chose qui est bien ajusté, qui s'arrête bien à l'arrondi d'épaule, parce que c'est l'ajustement qu'il faut pour un manche monté. Pour le raglan, on peut se permettre d'avoir un petit peu plus d'aisance. Moi, alors moi, je vais donner un avis qui est beaucoup plus simple et simpliste. J'aime pas trop le raglan. Parce que t'as pas la carrure pour ça. Ouais, t'as trop de carrure en fait. Comme je dis, le vêtement est quelque chose d'éminemment personnel. Donc dès lors que quelque chose ne te va pas, tu as le droit de pas aimer. Tu as le droit d'être injuste. Dans le vêtement, tu as le droit d'être injuste. Dans la vie, tu n'as pas le droit d'être injuste, mais dans le vêtement, tu as le droit. Parce que c'est éminemment personnel. Donc tu peux faire des archétypes et des stéréotypes dans les vêtements. Tu as le droit. Parce que c'est le vêtement. C'est personnel. J'aime pas le raglan parce qu'il me va pas. Est-ce que le raglan va à d'autres personnes? Certes, mais je l'aime pas quand même. Mais je l'aime pas quand même. Donc du coup, voilà. Donc tout le. Moi, j'ai l'impression d'être un ours ou un yéti quand je mets un raglan. Ça y ressemble. Ça y ressemble un peu. Ça ressemble. Bah, tu vois, il m'aime pas non plus. Et là, voilà, moi, je l'aime pas. Ça y ressemble un peu. Mais c'est normal. En fait, le problème, c'est que le raglan, il vient mettre en avant les épaules. Ça te donne des épaules un peu plus carrées. Donc forcément, Matou, t'es déjà carré. Donc. Toi. Et ensuite, dernier, last but not least, un jacquard. Non, c'est de la mosaïque. Non, c'est un jacquard. Que diantre, ce n'est pas de la mosaïque. Donc lui, c'est un jacquard classique. Tu vois quand même sur l'envers que c'est vraiment un jacquard. Je dis pas jacquard ferraille parce que normalement, il faut moins de 2 mailles entre les motifs et c'est pas toujours le cas. Donc du coup, là, celui-là, c'est un jacquard. Pour le coup, c'est un jacquard. C'est-à-dire, c'est un jacquard avec un léger motif qui n'est pas reconnu pour être ferraille. On pourrait dire jacquard norvégien, potentiellement. Mais les couleurs sont pas trop les bonnes. Moi, je l'aime beaucoup. Le jaune, on n'en voit pas assez. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit vraiment pas assez. D'ailleurs, c'est une des couleurs que les triconettes aiment le moins. Il y a des triconettes qui aiment le jaune, mais c'est une des couleurs qui est le moins en petite touche, peut-être. Ouais. Là, c'est l'intérieur. Regardez les finitions. C'est magnifique. Hein. C'est Odile qui l'a tricoté. C'est Odile qui l'a tricoté, celui-là. Double bonus, parce que celui-là, il est fait en laine superwash. Donc, il avait le côté où, en fait, forcément, ça rend le jacquard encore moins pardonnable à une mauvaise tension, mais on voit que Odile a une tension absolument extraordinaire. Et ça se voit aussi sur l'envers, la tension est la même partout. T'as pas de fils qui sont plus lâches que d'autres, c'est au cordeau. Je peux toucher? Non. Ça a l'air très doux. Non. En fait, l'envers me fascine. Non, mais j'aime les deux, mais... Attends, je te l'envoie pas parce que... Moi, j'aime bien en motif comme ça, parce que ça me fait penser un peu... C'est bizarre dit comme ça, mais... c'est pas négatif du tout, mais ça me fait penser à un motif de tapisserie.
Oui, Mais c'est pas du tout négatif, hein. C'est vraiment, mais j'aime bien, je trouve dans que le c'est bon très, sens du terme. dans le très bon sens du terme. Dans le très bon sens du terme, j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Tu sens le côté super wesh aussi. Mm. Ça Ouais. se sent. Oui, bah oui, le fil Tiens, est... attends, regarde, par comparaison. Mais oui, mais Non, mais non, je dis par je comparaison. pressens d'avance, hein. Attention, Grâce à mes pouvoirs télépathiques, oui, 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 oui. pas le même Effectivement. rendu. Hein. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Donc, Ça, je peux pas porter, tu vois. ça, tu peux pas Ah porter, non, toi. non, non. Normalement, ça se porte avec des soupules. Hein, Ah quand non, même, mais hein. je porte ça, je finis... Non, mais même avec un soupul, je finis couvert de cloques, hein. Non, non, non. Ça, par contre, je le dis pas, tu vois. C'est doux. Ouais, J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça, ah ouais, c'est bien pour raser. Non, mais je reconnais les qualités de la laine, mais moi, je suis pas... J'aime pas, mais j'aime bien. Enfin, j'aime pas, mais c'est pas mal. Je reconnais que c'est pas mal, contrairement au raglan. J'aime pas, mais j'aime bien. Mais lui aurait été mieux en bleu. En bleu, bleu électrique. Oui, bleu fiston, comme on dit, sinon. Ah oui, ça se dit bleu fiston. Bon, tu dis bleu papa, t'as le bleu fiston, voilà quoi. Et Puis t'as le bleu grand-papa. c'est quoi le bleu grand-papa? Je sais pas, on a qu'à Le- l'inventer. C'est pas mal. Hein. Tu le fais de plus en plus foncé, en fait. Ouais, à la fin c'est noir, hein. C'est quoi après, du coup? Le noir. Je sais pas, C'est faut bleu, l'inventer. les bleus trébélions. Ouais. Non, je sais pas, c'est bleu ancestral. Bleu ancestral. C'est pas mal, bleu Ouais, ancestral. bleu Ça rend ancestral, bien, hein. ouais, ça rend bien. On dirait une peinture de Soulage. T'aimes bien Soulage? C'est pas trop mon style. Moi, je suis Moi j'aime plus bien. peinture, Il est, peinture je crois qu'il est, classique. enfin je crois, il est décédé récemment. Ah oui? Ouais. Il faisait des expositions à Nîmes. Il faisait pas des bleus aussi? Ou c'est je confonds avec un autre peintre Non, qui je a eu pense une période bleue? Non, tu confonds. Ok. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois savoir, mais je veux pas dire. Parce qu'il y a un autre qui était dans Je- le même style que Soulage, pareil, avec des bandes de couleurs, mais c'était que du bleu, Ouais. lui. Non, non, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On en mettra à l'écran. C'est très. Euh, Qu'est-ce que t'aimes dans les noirs de Soulage, par exemple? Bah, tu vois des choses. Donne-moi les clés, parce que moi, j'ai jamais, à part des bandes noires plus ou moins foncées, j'ai pas Non, mais vu. d'abord, c'est pas que des bandes noires, hein. Parce que j'ai un tableau en tête, précisément. Mais si tu veux, enfin, le problème de ce type d'art, c'est que tu es toujours entre la fumisterie et l'art. En fait, tu sais jamais vraiment. Non, mais parce que le problème, en fait, c'est que si tu as une lecture purement technique de l'art, en fait, tout ce qui ne demande pas une technicité, bon, déjà, il y a de la technicité quand même dans ce qu'il fait, dans ce qu'a fait, dans ce qu'a pu faire Soulage. Mais on va dire, je parle, par exemple, si pour toi l'art, ça se résume à un tableau de Nicolas Poussin ou de Michel-Ange, ouais. Oui, Michel-Ange, là je commence à fatiguer. Ou Botticelli, par exemple, parce qu'il y a de la technique et qu'il y a le tracé. Léonard de Vinci. Ou Léonard de Vinci. Bon, l'art ne se limite pas qu'à ça, tu vois. Donc, dans Soulage, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, tu vois ce qui n'existe pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, bah, tu regardes, en fait. Tu regardes, je sais pas comment expliquer, c'est un côté, c'est apaisant, en fait. C'est très apaisant et tu sais, quand j'étais gamin, je regardais les ombres, comme tous les gamins, je pense, hein, ou alors j'étais exceptionnel, j'étais l'élu. Et je vois dans les ombres, quand je me couchais le soir, je voyais des choses, tu vois. Et ben c'est pareil, mais je sais pas, dans le tracé, dans la, je sais pas, il y a une forme de, je sais pas comment expliquer. C'est difficile, j'ai pas les mots, tu vois, pour une fois. Mais je trouve que euh, c'est très fin. C'est très très fin. D'accord. Ok. Et comme tout ce qui est fin, tu sais jamais si tu es totalement dans l'arnaque ou ou si vraiment tu es dans le génie. Mais bon, on va dire qu'à partir du moment où il a réussi, c'est du génie. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Ouais, il y a un gars que j'ai vu sur Instagram, je sais pas si je le retrouverai mais pour le montrer, mais un gars ou une fille, je sais plus. Mais qui, en fait, il peint, mais avec plein d'autres choses que des pinceaux, en fait. D'accord. Par exemple, il va faire un hibou, mais il va utiliser, je sais pas, une éponge. L'éponge, c'est classique, mais il va utiliser du papier bulle, il va utiliser des plumes il va les mettre dans la peinture et il va les appliquer sur le tableau. Et ça, j'aime bien aussi. Le travail de texture aussi, le travail comme ça, j'aime bien aussi. C'est plus, je dirais, plus moderne. Je sais pas trop si on peut faire rentrer ça dans le moderne ou pas. Mais j'aime bien aussi le fait que la personne se travaille le cerveau pour essayer de créer quelque chose. La peintre russe aussi, j'aime bien le style. Olga. Non, mais on est sur autre chose encore. Mais c'est encore autre chose, c'est encore un autre style. Mais ça, j'aime bien aussi. Mais tu vois, l'art, c'est pas que de la technicité. Non. D'ailleurs, regarde un tricot.
C'est pas que de la technicité. Non, bah non, t'as, par exemple, Petite Nit et Stéphane West. Voilà. Ouais. Donc, t'as les deux là qui. Petite Nit, ouais, je sais pas trop si on peut rentrer dans la technicité, mais on va dire plus Stéphane West dans le côté artistique. Et puis même, il y a des tableaux, même de tricot, qui se font aussi avec du patchwork ou des travaux communautaires aussi qui se font. Je crois qu'il y avait un salon de l'aiguille en fait où l'objectif c'était de tricoter ou de crocheter des carrés de différentes couleurs et à la fin ça allait faire une peinture en fait en format mosaïque, en fait, comme pixelisé. Et c'était sympa aussi comme Moi, boulot. c'est ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que l'art a un aspect indéfinissable qui laisse la porte ouverte. Ah oui, il y a un côté, dans ce côté indéfinissable, ce que certains y voient, c'est de l'arnaque, hein. Mais quand même, l'art a un aspect indéfinissable qui ouvre aussi la porte à laisser entrer d'autres façons de voir les choses. Si l'art se limitait juste à une performance technique, ce serait beau, mais ce serait un petit peu pauvre aussi, un petit peu triste, hein. Tu veux- Mais en fait, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que moi je trouve beau et est-ce que c'est lié à de la technicité. Ce que je trouve beau, par exemple, c'est les broderies, quand on voit le travail de broderie à la main. Mais tu peux Mais ça, c'est de la mais tu peux technicité. trouver quelque chose tu peux trouver quelque chose aussi qui est laid, mais qui est de l'art et qui te fascine parce que c'est laid. La laideur peut être fascinante. Tu penses à quoi? Euh, Désolée, je te mets en... Tu trouves ça beau, la maison du facteur cheval? C'est particulier, Sincèrement, hein. non, mais tu peux le dire la vérité. Si tu trouves ça laid, tu trouves ça laid. Je sais pas trop si je dirais salé. Non, bah oui, d'accord, ok. Dans ce cas-là, oui, ok. Là, c'est pas très beau, mais en fait, c'est fascinant en fait d'un autre côté. Donc, Intéressant quand même, c'est intriguant, hein. c'est hyper intriguant. Il y a plein de. L'art brut Ouais, aussi, parfois, ce qu'on appelle l'art des fous. c'est l'art des fous. Il y a le côté, c'est fascinant, tu vois. Ouais. C'est pas très beau, mais c'est intriguant, on va dire. Picasso, Oui. pas très beau. Non. Il dessine très bien, Picasso, à la base. C'est un Oui, maître, mais en dessin. c'était quoi qu'il disait? Il disait qu'il se forçait à dessiner comme un enfant, je crois. Ça, je sais pas. Mais en Je tout sais cas, plus. voilà, tu vois, Je sais même pas si c'est lui. Je crois que c'était lui. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est bien aussi, avec, de parfois ne pas trop définir, hein, laisse la porte à d'autres visions, hein. Quand tu définis trop, tu fermes le sujet, tu l'enfermes, tu vois. Tu l'enfermes complètement et tu empêches toute possibilité. Mm. Peut-être, je sais pas. Moi, j'ai peut-être plus de mal à comprendre certaines choses. Par exemple, les sculptures abstraites, ça me demande plus de travail interne, on va dire. C'est bien aussi. Mais C'est bien. Tu sais, et quand tu aimes quelque chose parce que tu as travaillé à l'aimer, c'est toujours plus profond que d'aimer quelque chose spontanément, ah ouais? je trouve. D'une certaine manière, ça a nécessité un travail, donc tu as dû élever ton goût, raffiner ton goût pour apprendre à aimer quelque chose. C'est quand même. Après, il y a des choses qu'on aime naturellement qui sont bien aussi, hein, Le Seigneur des Anneaux. Moi, par exemple, je pensais à ces sculptures en marbre, tu sais, ils font du voile, par exemple, dans le marbre, d'un Ouais. seul bloc. Oui, je vois, oui, tout à fait. Et c'est fascinant. Pour moi, c'est magnifique, ça. Bien sûr, mais on est dans la. Mais encore une fois, C'est de la technicité. il y a énormément de technicité. Il y a moins de dimension. Il y a une dimension artistique, on peut pas l'enlever, c'est de l'art, mais il y a moins une dimension créative que technique. Oui. Peut-être que c'est un biais que j'ai. Oui, je pense. On conclut sur ça? On conclut sur ça. Ok. Tu vas faire quoi, toi, après le podcast, là? Pour donner un aperçu au Triconote de comment on dormir continue la journée. Non. Non, c'est pas vrai. Je vais certainement me mettre à l'écriture, commencer en tout cas l'écriture d'expert, je pense. Et puis quelques petites tâches aussi qui demandent d'être faites et confiées. D'accord, ok. Voilà. Et toi? Moi, je vais mettre en refondre le dernier modèle du club. Je vais découper la salle des tricots secrets pour voir comment je peux avancer jour après jour pour la refondre, pareil graphiquement. Je vais essayer de monter tes deux vidéos que tu as tournées. Je vais voir pour monter les shorts que tu as tournés. On n'en a pas parlé, je pense qu'on en a parlé la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on compte faire. Les shorts, c'est des mini-formes, tout le monde sait ce que c'est, mais je le dis quand même, il faut toujours partir du principe qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. Et c'est normal, Pas de souci. il n'y a pas de souci à pas savoir.
Les shorts, c'est des mini-formats à la base d'1 minute. Maintenant, ça s'est étendu un peu plus à 3 minutes sur YouTube, dans lequel on peut communiquer quelque chose. Et on a essayé d'en faire. Ça a plus ou moins bien marché. On réessaye un autre angle pour tester encore autre chose, pour toujours avancer sur ces questions-là. Donc, je vais voir où on part pour monter ces shorts. Et puis voilà, la journée sera finie. Oui, Si j'ai monté les 2 vidéos, refondu le modèle, découpé le projet de la suite de la refonte, et j'ai avancé sur le montage des shorts pour voir un peu où on allait partir, ça sera pas mal déjà. Franchement, oui. Let's call it a day. Hein. Ouais. Voilà. Eh ben, on a terminé. Eh bien, écoutez, les triconautes, on se dit du coup à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau podcast entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Ciao, ciao!